Je m'appelle Émilie. Je travaille comme comptable pour un fabricant d'équipements médicaux à Evanston, juste au nord de Chicago. Je vis dans un appartement de 3 chambres avec mon mari, David, et notre fils de 5 ans, Léo. Cette maison est mon bien le plus précieux. Je l'ai achetée avec l'argent que j'ai raclé pendant 10 ans de travail, ainsi qu'un généreux don financier que mes parents m'ont fait avant que nous nous passions la bague au doigt. Je n'avais jamais jeté cela au visage de mon mari ni exigé sa gratitude. Je croyais simplement qu'une fois mariés, un mari et une femme devraient construire leur famille ensemble, en vivant honnêtement et avec bienveillance l'un envers l'autre. Cependant, je n'avais pas réalisé que les fissures dans un mariage ne se forment pas seulement à cause de l'infidélité ou de la ruine financière. Parfois, un mariage peut être détruit par des personnes qui se cachent derrière le mot famille ou pour envahir sans vergogne votre maison et y établir leur camp comme si elle leur avait toujours appartenu. Sarah est la sœur aînée de David, de 4 ans son aîné. Récemment, elle a commencé à traverser un divorce difficile avec son mari à Columbus, dans l'Ohio. Un jour, fin juin, Sarah s'est présentée à notre porte avec ses 2 enfants, 3 valises massives et une montagne de sacs. Dès que David a ouvert la porte, Sarah a fondu en larmes, agissant comme si le monde entier l'avait trahi. « David, ta sœur n'a nulle part où aller. » Je me souviens encore clairement de la façon dont mon fils Léo, qui jouait avec ses Legos dans le salon, s'est retourné pour la regarder avec une confusion et une peur totale. David est resté figé pendant quelques secondes avant de traîner précipitamment les valises à l'intérieur. « C'est bon, Sarah. Reste juste ici une semaine ou 2 jusqu'à ce que les choses se calment, et puis on trouvera une solution. » Je me tenais à proximité, regardant mes 2 neveux et nièces. Ils avaient l'air épuisés et effrayés. Je n'ai pas pu dire un mot. En tant que femme, je ne pouvais pas repousser une mère et ses enfants qui venaient de fuir leur maison et pleuraient sur mon porche. Peu importe à quel point je me sentais mal à l'aise, j'ai juste hoché la tête en silence et me suis fait une promesse. Oui, une semaine, ce n'est pas long. L'appartement est assez grand. Je peux le supporter et faire quelques compromis. Au début, je voulais sincèrement l'aider. J'ai vidé mon petit bureau à domicile pour que Sarah et ses enfants puissent y dormir. J'ai poussé mon bureau dans un coin, mis des draps frais et j'ai même cuisiné des repas supplémentaires que je savais que les enfants aimaient. Le premier jour, Sarah m'a tenu la main, les larmes aux yeux, et a dit « Merci beaucoup, Émilie. Tu nous as sauvés. Sans toi, je ne sais pas où nous serions. » J'étais si désespéré. J'ai souri et répondu « Ce n'est rien, Sarah. Ne t'inquiète pas. Le plus important est que tu te reposes et que tu reprennes ton souffle. » Jusqu'à ce jour, j'avais sincèrement pitié de Sarah. Cependant, dans ce monde, faire une bonne action ne signifie pas toujours que vous recevrez de la bonté en retour. Une semaine s'est écoulée, puis 10 jours, puis un demi-mois. La promesse de rester quelques jours s'est évaporée dans les airs, devenant la nouvelle normalité. Personne n'a mentionné de date de départ. Chaque fois que je rentrais du travail, le salon était une zone sinistrée de jouets éparpillés. La table de la salle à manger était toujours couverte de vaisselle sale, et les vêtements des enfants étaient jetés partout sur le canapé. Mes neveux et nièces couraient dans l'appartement en criant jusqu'à tard dans la nuit. Léo, qui était habitué à se coucher tôt, était réveillé chaque nuit par le bruit. Il errait dans ma chambre, serrant son oreiller, en gémissant « Maman, c'est si bruyant dehors. J'ai peur. » Mon espace personnel n'existait plus. Mon ordinateur portable et mes documents de travail étaient poussés au bord de l'îlot de cuisine. Ma maison calme et propre s'était transformée en un zoo chaotique. J'ai serré les dents et j'ai toléré, me disant que Sarah était dans une situation difficile. Mais plus elle restait, plus sa vraie nature de personne qui se croit tout permis se révélait. Les mots de gratitude pour le logement gratuit ont cessé, et elle a complètement arrêté de se soucier de mes sentiments. Chaque matin, elle dormait jusqu'à midi, parfaitement contente de me regarder me démener pour préparer Léo pour la maternelle tout en préparant le petit déjeuner pour toute la maison. Les factures de services publics ont grimpé en flèche. Les courses disparaissaient du réfrigérateur avant même que j'aie eu la chance de les cuisiner. Mais Sarah n'a jamais offert ne serait-ce que 20 $ pour les dépenses. Un jour, j'ai acheté une marque spécifique de lait biologique pour Léo. Quand je suis rentré ce soir-là, la moitié du carton avait disparu. En le voyant sur le comptoir, Sarah n'a même pas attendu que je demande. Elle a juste agité la main d'un air dédaigneux. « Oh, les enfants l'ont trouvé. Peu importe. Laisse-les partager.
Quel est le problème? Ne t'énerve pas pour des petites choses. J'ai ravalé la colère qui montait dans ma gorge. Les petites choses de Sarah devenaient un fardeau émotionnel insupportable pour moi. Mon mari David a dû le remarquer, mais chaque fois que j'en parlais, il soupirait et disait « Écoute, M, c'est vraiment difficile pour Sarah en ce moment. Nous sommes une famille. Aidons-la juste tant que nous le pouvons. » Venant de mon mari, le mot « famille » sonnait initialement chaleureux, mais il s'est lentement transformé en une excuse pour me forcer à endurer cette situation profondément injuste. Je n'étais pas une étrangère non plus. C'était aussi ma maison. Pourquoi mes sentiments et mon épuisement n'étaient-ils jamais considérés comme un problème valable méritant d'être abordé? Et puis un incident s'est produit qui a vraiment déclenché des sonnettes d'alarme pour moi. C'est arrivé un week-end. En organisant le placard de Léo, j'ai remarqué que la moitié de ses jouets avaient migré dans la chambre de Sarah, y compris son ensemble de Lego de camion de pompier préféré et même l'ours en peluche avec lequel il dormait chaque nuit. J'ai appelé Léo et je l'ai interrogé à ce sujet. Mon fils a baissé les yeux sur ses chaussures et a marmonné. Mason les a pris. Tati Sarah a dit que parce qu'il est plus âgé, je dois partager et le laisser les avoir. J'étais sans voix. Mon fils n'a que 5 ans. À un âge où il devrait apprendre à valoriser ses biens et à comprendre les limites personnelles, les adultes le forçaient au silence et à la soumission au nom d'une soi-disant politesse. J'ai serré mon fils très fort, sentant sa respiration calme et superficielle et j'ai ressenti une vive douleur dans mon cœur. J'ai commencé à réaliser que ma patience n'était plus seulement mon propre sacrifice. Elle nuisait directement à mon fils. Ce soir-là, quand Sarah et les enfants sont descendus dans le hall pour prendre des collations, j'ai entraîné David dans notre chambre et j'ai fermé la porte. J'ai essayé de parler aussi calmement que possible. David, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse avec Sarah. Elle est ici depuis presque un mois. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Mon mari m'a regardé avec des yeux épuisés, comme s'il était celui qui était victimisé. Tu ne peux pas juste tenir un peu plus longtemps? Sarah n'a pas l'argent pour un dépôt de garantie en ce moment? J'ai esquissé un demi-sourire amer. Pour la première fois, les mots de mon mari m'ont semblé incroyablement froids. Si elle n'a pas l'argent pour un appartement, nous devons l'aider à trouver une solution, pas transformer notre maison en sa résidence permanente. Je vis dans ma propre maison, mais j'ai l'impression de gérer un refuge pour sans-abri. David est resté silencieux. Ce silence a encore plus glacé mon cœur. Mais à l'intérieur de ma chambre, il n'y avait qu'une lourdeur suffocante. J'avais l'intuition que cela n'allait pas se terminer par des chamailleries mineures. Mais à ce moment-là, je n'aurais jamais pu imaginer que la première personne à arracher le masque de cette atmosphère familiale hypocrite et aimante serait mon propre fils. Au cours des jours suivants, j'ai compté les heures avec un épuisement jusqu'à la moelle. En me réveillant le matin, la première chose que j'entendais était mon neveu et ma nièce se disputant la salle de bain. Pendant ma pause déjeuner, je devais appeler le service de nettoyage de mon bureau et leur demander de venir plus tôt parce que la maison était en désordre. Le soir, je rentrais à la maison pour trouver un évier rempli de vaisselle sale et un sol collant de jus renversé et de miettes de biscuits. Sarah continuait d'arborer son expression de martyr souffrante caractéristique, agissant comme si sa simple présence signifiait que toute la famille lui devait sa sympathie inébranlable. Un jour, je suis revenu de Target avec des sacs de courses dans les 2 mains. Avant même que je puisse enlever mes chaussures, a crié Sarah depuis la cuisine. Émilie, peux-tu acheter plus de céréales et de lait demain? Mason a faim la nuit ces derniers temps. Je me suis figé. Elle l'a dit si nonchalamment, comme si j'avais été obligé de m'occuper de ses enfants dès le premier jour. J'ai posé les sacs sur le comptoir et j'ai dit d'un ton aussi égal que possible. Sarah, si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, écris-le sur le tableau blanc. Je demanderai à David de le prendre demain. Sarah a semblé déconcertée une seconde, puis elle a laissé échapper un petit rire stupide. Quelle importance qu'il achète? Nous sommes tous une famille. Voilà encore ce mot, famille. L'entendre m'a fait tomber le cœur dans un gouffre froid et vide. À bien y penser, chaque fois qu'un sacrifice était nécessaire, j'étais de la famille. Mais lorsque le respect était requis, j'étais la personne la plus étrangère de cette maison. Cette nuit-là, alors que je pliais le linge dans la chambre, Léo est entré, tenant un petit oreiller, l'air complètement abattu. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a répondu doucement, Mason a pris ma place sur le canapé pendant qu'on regardait les dessins animés.
Tati Sarah a dit que je suis le plus jeune, alors je dois le laisser faire. Je me suis accroupi et j'ai caressé les cheveux de mon fils. Une boule s'est formée dans ma gorge. Mon fils n'est pas égoïste. Léo est un enfant doux, obéissant et attentionné. Mais la gentillesse d'un enfant ne signifie pas qu'il doit être constamment marginalisé. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai murmuré, « Léo, es-tu triste ?» Il a hoché la tête. Je n'aime pas quand Mason prend mes jouets. Voir la clarté et la tristesse dans les yeux de mon fils m'a brisé le cœur. Les enfants ne savent pas mentir. Ils se souviennent du ressentiment pendant très longtemps. Je savais que je ne pouvais plus fermer les yeux sur ça. Cette nuit-là, j'ai de nouveau parlé à David. Cette fois, je n'ai pas tourné autour du pot. Honnêtement, je suis à bout de patience. Il est temps que Sarah fasse un plan et déménage. Plus elle reste ici, plus tout devient chaotique. Mon mari, qui était allongé dans le lit en faisant défiler son téléphone, l'a posé. L'irritation transparaissait dans sa voix. Pourquoi dois-tu rendre les choses si difficiles quand il y a beaucoup d'enfants? Bien sûr, ça devient un peu bruyant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas seulement le bruit. On prend les affaires de notre fils et on le force à se soumettre dans sa propre maison. Toute notre routine est détruite. Je n'ai même plus un seul coin à moi dans cet appartement. David s'est soudainement assis et a baissé la voix. Sarah traverse un divorce. Tu es ma femme, Émilie. Ne peux-tu pas être un peu plus généreuse? Ces mots m'ont semblé comme une gifle invisible. Je dois être généreuse parce que je suis ta femme et que tu es mon mari. Alors pourquoi ne dois-tu pas être de mon côté? J'ai voulu rire, mais mon cœur était de glace. La générosité ne signifie pas laisser quelqu'un d'autre se comporter comme le propriétaire de notre maison. J'ai enduré ça pendant un mois. David est resté silencieux pendant quelques secondes, puis s'est détourné. D'accord, je parlerai à Sarah discrètement. Le mot discrètement semblait si facile, mais il ressemblait à un puits sans fond. J'ai alors réalisé que si je continuais à compter sur mon mari, absolument rien ne changerait. Le dimanche matin suivant, je me suis levé tôt et j'ai préparé une grande fournée de crêpes et de bacon. Je me suis dit que si nous nous asseyions tous pour un petit déjeuner de week-end chaud et fait maison, peut-être que l'ambiance s'améliorerait. Léo était assis à côté de moi, mangeant tranquillement avec sa petite fourchette. Les enfants de Sarah faisaient les pitres, renversant un verre de jus d'orange sur toute la table. Sarah a à peine levé les yeux de son téléphone. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Léo s'est soudainement tourné vers sa tante. Bégayant légèrement, mais parlant très clairement, il a demandé, « Tati Sarah, quand est-ce que toi, Mason et Chloé, vous rentrez à la maison ?» Tout le monde à table s'est figé, ma fourchette s'est arrêtée en l'air. David a relevé la tête brusquement, choqué, tandis que les yeux de Sarah se sont exorbités en fixant Léo. Son visage est devenu rouge vif. Mon fils semblait complètement inconscient qu'il venait de lâcher une bombe. Pour lui, il venait de poser une question parfaitement logique, car dans le monde d'un enfant, tout le monde a sa propre maison. On ne va pas simplement chez quelqu'un d'autre pour y rester éternellement. L'atmosphère à table est devenue étouffante. Après quelques secondes, Sarah a claqué sa fourchette. « Qu'est-ce que ça veut dire, Émilie? Tu as appris à ton gamin à me dire ça ?» J'ai lentement posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. Non, je n'ai jamais appris à mon enfant à être impoli. J'allais en dire plus, mais j'ai alors réalisé. Parfois, la question innocente d'un enfant est plus honnête que 1000 mots que les adultes utilisent pour dissimuler la vérité. Avant que je puisse rouvrir la bouche, David est intervenu. « Sarah, ce n'est qu'un enfant, a-t-il dit nerveusement. Il a juste parlé sans réfléchir. » Sarah a ricané. Drôle, n'est-ce pas? Pourquoi des mots prononcés sans réfléchir ressemblent-ils exactement aux pensées des adultes dans la pièce? J'ai senti mon cœur battre la chamade. Pour la première fois, le masque de l'amabilité était complètement arraché au milieu de la table à manger. Instinctivement, j'ai su qu'avec cette seule question innocente, nos jours de fausse paix étaient officiellement terminés. Après la question de Léo, l'air dans la pièce donnait l'impression que quelqu'un avait versé un seau d'eau glacée sur nous. J'ai regardé mon fils. Il tenait toujours sa petite fourchette, ses yeux clairs s'agitant, complètement ignorant de la raison pour laquelle les visages des adultes s'étaient tordus. Je savais que Léo ne voulait pas être méchant.
Il a simplement énoncé un fait que même un enfant de 5 ans pouvait ressentir au cours du dernier mois, cette maison n'était plus un sanctuaire douillet. Sarah m'a foudroyé du regard, élevant la voix. Si tu ne l'as pas coaché, comment un petit enfant pourrait-il savoir exactement ce que je ressens? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix égale. Sarah, s'il te plaît, n'entraîne pas les enfants dans les problèmes des adultes. Léo a juste demandé ce qu'il avait sur le cœur. Sarah a laissé échapper un rire cynique. L'esprit d'un enfant est rempli de ce que les adultes y versent. Si moi et mes enfants te dérangeons tant que ça, dis-le-moi en face. Pourquoi utiliser la bouche d'un enfant pour nous mettre à la porte? J'ai serré les poings sous la table. Plus que tout, je méprisais les gens qui jouaient toujours les victimes, même quand ils étaient ceux qui empiétaient sur la vie de quelqu'un d'autre. Sentant l'hostilité, David est rapidement intervenu. Sarah, arrête. Émilie, ça suffit. On mange. Sarah s'est tournée vers son frère, ses yeux se remplissant instantanément de larmes. David, tu entends ça? Je t'ai dit dès le début que je ne voulais pas être un fardeau. Maintenant que je suis ouvertement mise à la porte, comment mes enfants et moi pourrions-nous rester ici? En apparence, ces paroles semblaient pitoyables, mais je connaissais trop bien le jeu de Sarah. Elle n'avait pas l'intention de partir. Elle me dépeignait simplement comme la méchante, créant un piège où si je disais un mot de plus, je serais la belle-sœur sans cœur, mesquine et cruelle. J'ai baissé les yeux sur les crêpes devant moi. Elles étaient déjà froides. Le petit déjeuner du dimanche que j'avais si soigneusement préparé s'était instantanément transformé en une scène théâtrale où j'étais choisi pour le rôle de l'antagoniste principal. Voyant les adultes se disputer, Léo s'est recroquevillé et a doucement tiré sur le bas de ma chemise. Maman. Ce seul petit mot m'a fait mal au cœur. Je ne voulais plus me disputer devant mon enfant. J'ai soulevé Léo de sa chaise et j'ai dit doucement, Léo, si tu as fini, va jouer dans ta chambre, d'accord? Il a hoché la tête docilement. Mais après avoir fait quelques pas, il s'est retourné vers moi avec une profonde inquiétude. J'ai réalisé qu'à partir de ce moment, mon fils savait qu'il y avait un mur immense entre sa mère et sa tante. Plus un enfant est sensible, plus les blessures laissées dans son cœur sont profondes. Dès que la porte de la chambre s'est refermée, Sarah a laissé tomber son jeu fragile. Elle a redressé sa posture et a lancé, réponds-moi honnêtement. Tu veux que moi et les enfants partions? Oui. Cette fois, je n'ai pas bronché. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Puisque tu demandes honnêtement, je répondrai honnêtement. Rester une semaine est une chose, mais squatter ici pendant plus d'un mois sans aucun plan en est une autre. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Le front de David s'est instantanément plissé. Émilie. Je me suis tourné vers mon mari. Ai-je dit quelque chose de mal? Il s'est mordu la lèvre. Il était visiblement agacé. Mais Sarah est dans une situation vraiment difficile. J'ai répondu, ma voix dégoulinant d'épuisement. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas l'aider, mais aider ne signifie pas que je dois endurer que toute la vie de notre famille soit bouleversée. Ne vois-tu pas ce que cet appartement est devenu au cours du dernier mois? Sarah a esquissé un sourire en coin. Bouleversé? Ai-je vidé vos comptes en banque? Pourquoi es-tu si dramatique? J'ai voulu rire, mais le rire était si amer qu'il est resté coincé dans ma gorge. Tu n'as pas vidé nos comptes en banque. Tu as juste consommé notre électricité, notre eau, nos courses, nos meubles. Tes enfants ont pris les affaires de mon fils. Tu as bouleversé la vie de tout le monde dans cette famille, et tu penses que c'est dramatique, c'est ça? Le visage de Sarah s'est durci. Tu es si calculatrice. Les enfants jouent ensemble. Est-ce un crime? J'ai soutenu son regard. Je n'interdis pas aux enfants de jouer ensemble. Je t'interdis de traiter tes enfants comme des VIP tout en forçant mon fils à se soumettre constamment dans sa propre maison. David a claqué son poing légèrement sur la table. Émilie, surveille ton langage. Mon cœur s'est arrêté. Même dans cette situation, mon mari ne me défendait pas. La colère qui couvait depuis des semaines m'est montée à la gorge. J'ai regardé David et très lentement, en insistant sur chaque mot, j'ai demandé, tu penses que j'ai tort ou es-tu juste trop lâche pour admettre que ta sœur a franchi toutes les limites possibles? David a semblé stupéfait. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si direct. Les sanglots de Sarah.
Sa voix tremblait. Non, c'est très clair. Si Émilie nous déteste à ce point, je préparerai les affaires des enfants cet après-midi et je partirai. Si vous voulez que nous mourions de faim dans la rue, c'est votre affaire. Je suis resté totalement immobile. Je connaissais cette tactique par cœur. Quand la logique échoue, on passe immédiatement à des questions de vie ou de mort pour briser la volonté de l'adversaire. Et pile au bon moment, dès que Sarah a pleuré, David a paniqué et m'a reproché mon impatience, exactement comme je m'y attendais. Mon mari s'est levé brusquement. « Sarah, ne dis pas ça. » Puis il s'est tourné vers moi, sa voix empreinte de fureur. « Tu es contente maintenant ?» J'ai regardé mon mari avec un choc absolu. Pas de surprise, mais parce qu'il est finalement devenu flagrant. Aux yeux de mon mari, mes sentiments passeraient toujours après la fausse paix qu'il était si désespéré de maintenir. Je me suis levé lentement et j'ai commencé à débarrasser les assiettes à moitié mangées. Contente? Non, je suis juste épuisé. Pour la première fois devant Sarah, je n'ai pas utilisé un ton affectueux avec David. Sur ces mots, j'ai emporté la pile d'assiettes dans la cuisine. Dans la salle à manger, Sarah sanglotait toujours et David la réconfortait comme si elle était la victime d'une injustice monstrueuse. Je me tenais devant l'évier, ouvrant le robinet à pleine puissance, espérant que le bruit de l'eau qui coule couvrirait les sanglots qui montaient dans ma propre poitrine. Je pensais que si j'étais juste assez généreuse et compréhensive, la paix s'installerait naturellement dans notre famille. Mais j'ai réalisé que si la gentillesse dans une famille ne vient que d'un seul côté, la personne la plus gentille est celle qui craque la première. Cet après-midi-là, j'ai fait un sac, j'ai mis Léo dans la voiture et je suis allé chez mes parents. Avant de partir, mon fils m'a serré la main très fort et m'a demandé doucement, « Maman, est-ce que Tati est fâchée à cause de moi ?» Je me suis agenouillé et je l'ai serré férocement dans mes bras. Non. Léo n'a rien fait de mal, mais en le disant, j'ai réalisé. La seule personne innocente dans cette maison, mon fils, était celle qui souffrait le plus. Et à partir de ce jour, j'ai secrètement commencé à envisager quelque chose que je ne m'étais jamais permis d'envisager sérieusement, peu importe à quel point j'étais en colère. Si cette famille n'était plus un refuge sûr pour mon fils, y avait-il un intérêt à ce que je reste? Après ce petit déjeuner du dimanche, l'air dans l'appartement est devenu si toxique qu'il était difficile de respirer. Sarah a arrêté de faire semblant d'être gentille avec moi. Elle a continué à vivre, manger et boire comme si de rien n'était. Mais ses yeux me lançaient constamment des poignards. Chaque fois que nous nous croisions dans la cuisine ou le salon, elle faisait intentionnellement du bruit, claquant les portes des placards ou posant brutalement son verre sur le comptoir juste pour me rappeler qu'elle était énervée et que j'en étais la cause. David a choisi le traitement silencieux. Il partait travailler plus tôt, rentrait plus tard et passait tout son temps collé à son téléphone ou à discuter avec sa sœur dans le salon. Il n'a pas échangé une seule phrase normale avec moi. Son silence m'épuisait plus qu'une dispute à grands cris. Parce que se disputer implique au moins le désir de résoudre le problème. Mais lorsque votre partenaire reste silencieux et vous laisse souffrir seul, cela équivaut à admettre que vous n'avez tout simplement plus d'importance. Je continuais à aller travailler. Vous n'êtes pas des temps qui font les allers-retours à la garderie, préparant les repas comme un robot. Mais quelque chose en moi se brisait lentement. Le mardi soir, en raison des rapports comptables de fin de mois, je suis rentré plus tard que d'habitude. En ouvrant la porte, la première chose que j'ai vue, ce sont les baskets de Léo jetées dans un coin. Son petit sac à dos était jeté par terre. Et dans le salon, les enfants de Sarah étaient assis sur le tapis en train de manger une boîte de crackers Graham entièrement neuve que j'avais spécifiquement achetée pour les déjeuners de Léo. Avant même que je puisse appeler mon fils, Léo est sorti en courant de sa chambre. Il avait les yeux rouges. Maman. Mason a pris mes crayons et en a cassé 2. Je me suis figé. La colère m'est montée à la gorge. Je me suis approché, j'ai ramassé la boîte de crayons et j'ai regardé à l'intérieur. Plusieurs étaient cassés en 2, et le couvercle était couvert de gribouillis. Je me suis tourné vers mon neveu, Mason, et j'ai demandé, « Qui t'a dit que tu pouvais toucher à des choses qui ne t'appartiennent pas ?» Le garçon était sur le point de répondre quand Sarah est sortie de la cuisine, l'air profondément agacé. Les enfants jouent ensemble. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi es-tu si énervé? J'ai regardé Sarah. Cette fois, je ne me suis pas retenu. S'ils jouent ensemble, ils doivent d'abord demander. Les affaires de mon fils ne sont pas un libre service.
Sarah a ricané. Tu es devenue si mesquine. Faire une crise pour une boîte de crayons bon marché. En entendant ces mots, mon sang a bouilli. Mais ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas l'accusation. C'est que Léo se tenait juste derrière moi, entendant tout ça. Si je restais silencieuse aujourd'hui, mon fils apprendrait que ses affaires, ses sentiments et sa dignité pouvaient être piétinés par d'autres simplement parce que sa mère ne le défendait pas. Je me suis retourné et j'ai appelé mon fils. Léo, prends ton sac à dos. Allons dans ma chambre. Il a obéi. Je lui ai tenu la main et j'ai traversé le salon. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et David est entré. Enlevant ses chaussures, il a demandé « Que se passe-t-il » Sarah m'a immédiatement devancé, élevant la voix. Rien. Ta femme accorde juste plus d'importance à une boîte de crayons qu'à l'harmonie familiale, alors elle gronde les enfants. Je me suis arrêté net dans le couloir et je me suis tourné vers mon mari. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton fils exactement combien de ses affaires ont été volées au cours des dernières semaines ? David a froncé les sourcils. Son visage affichait déjà ce classique regard « Je suis à bout de patience ». Émilie, s'il te plaît, n'exagère pas les choses. Je l'ai regardé, j'ai serré les dents et j'ai dit « Depuis quand les limites personnelles de ton fils constamment violées sont-elles devenues pour toi une exagération ?» David est resté silencieux. Ce silence était toujours comme un couteau émoussé. Il ne vous coupe pas profondément d'un seul coup. Mais avec des coups répétés, il laisse une blessure dentelée et angoissante. Cette nuit-là, après avoir couché Léo, je me tenais seul sur le balcon. Le vent de Chicago était frais, mais mes pensées étaient aussi emmêlées qu'une pelote de laine. Je me suis souvenu que lorsque nous nous sommes mariés, David s'était tenu ici même, m'avait tenu la main, avait ri et avait dit « Peu importe ce qui arrive, je ne te laisserai jamais être triste. » J'y avais sincèrement cru. Et parce que j'y croyais, j'étais prête à faire des compromis sur de nombreux désaccords pour maintenir la paix. Mais j'ai réalisé que la promesse d'un homme, face à ses parents de sang, est parfois plus légère qu'une brise. Le lendemain matin, alors que je préparais la boîte à lunch de Léo, j'ai entendu la voix de Sarah flotter depuis le salon. Elle était au téléphone. Son ton n'était pas la voix déprimée et larmoyante qu'elle utilisait avec son frère. Il était arrogant et suffisant. Ouais, c'est confortable ici. Et la nourriture est bonne. L'appartement est impeccable. La clim fonctionne toute la journée. Je n'ai pas à cuisiner. Au début, je pensais que je ne resterais que quelques jours, mais maintenant, voyons qui peut vraiment me mettre à la porte. Je suis resté paralysé dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Ma main tenant le thermos de Léo tremblait. Chaque mot était comme une gifle en plein visage. Les larmes passaient, les sanglots désespérés. Tout cela n'était qu'une performance. Mais ce qui m'a le plus horrifié, c'est l'audace pure de sa dernière phrase. Voyons qui peut vraiment me mettre à la porte. Cela signifiait qu'elle ne ressentait pas la moindre culpabilité. Elle considérait le fait de vivre dans ma maison comme un jeu de poker menteur avec des gagnants et des perdants. Je me suis tenu derrière la porte, écoutant mon cœur battre la chamade. Une partie de moi était enragée de m'être fait avoir, mais une autre partie de moi a connu un moment de clarté totale. Pour la première fois, j'ai clairement compris. Si je continuais à compter sur la conscience et la bonne volonté des autres, je ne perdrais pas seulement ma tranquillité d'esprit. Je perdrais l'enfance de mon fils, ma propre dignité et très probablement ce mariage lui-même. Cette nuit-là, j'ai discrètement activé l'application de mémos vocaux sur mon téléphone, je l'ai testé une fois et j'ai éteint l'écran. Dans la chambre sombre, l'écran du téléphone s'est brièvement allumé, projetant une lueur pâle sur mon visage. Je me suis assise sur le bord du lit un moment, écoutant le bourdonnement régulier de la climatisation et la respiration calme de mon fils. Puis, j'ai lentement resserré ma prise sur le téléphone. J'avais trop enduré. Mais lorsqu'une femme est poussée au point de ne plus vouloir endurer, elle cesse de se soucier de maintenir la paix familiale. Elle ne se soucie que de protéger son enfant. À partir de cette nuit-là, j'ai cessé de tout regarder à travers le prisme de la patience. J'ai commencé à tout regarder avec un calcul froid, et plus je devenais calme, plus je voyais clairement les choses que j'avais intentionnellement ignorées pour maintenir la paix. Il s'est avéré que tout cela avait discrètement détruit ma vie et celle de mon fils. Je n'ai pas dit un mot à David. Je ne l'ai pas interrogé sur l'appel téléphonique de Sarah que j'avais entendu. Je savais parfaitement que si j'affrontais quelqu'un comme Sarah maintenant,
elle se mettrait simplement à pleurer, à se plaindre, et je serais à nouveau étiqueté comme celle qui n'a pas de cœur. Cette fois, je ne voulais pas me disputer. Je voulais des preuves. Le lendemain, au travail, mon esprit était en ébullition. Pendant ma pause déjeuner, j'ai reçu un appel de l'enseignante de maternelle de Léo. Sa voix était prudente, mais ses paroles m'ont presque déchiré le cœur. Émilie. Dernièrement, Léo est beaucoup moins actif que d'habitude. Aujourd'hui, il est resté assis tout seul et même quand ses amis lui ont demandé de jouer, il n'était pas intéressé. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit qu'il ne voulait pas rentrer à la maison parce qu'il y a trop de monde. J'ai agrippé mon téléphone, le bout de mes doigts devenant glacé. Un garçon de 5 ans commençait à avoir peur de sa propre maison. J'ai remercié l'enseignante, j'ai raccroché et je suis resté assise, immobile, devant mes écrans d'ordinateur pendant un long moment. Les feuilles de calcul se sont brouillées, et tout ce que j'entendais, c'était la voix de mon fils. Je ne veux pas rentrer à la maison parce qu'il y a trop de monde. Ce soir-là, j'ai récupéré Léo et nous sommes rentrés tard. En franchissant la porte, Léo a vu Masson et Chloé en train de démonter son ensemble de Lego sur le sol. Il s'est arrêté net. Il s'est tourné vers moi, n'a pas dit un mot, et a juste serré ma main un peu plus fort. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Sarah est sortie de la cuisine et a dit nonchalamment « Oh, vous êtes de retour. Les enfants jouent juste avec eux une minute. Des cousins qui partagent une maison. Ce n'est pas grave. » J'ai calmement aidé Léo à enlever ses chaussures avant de répondre. Ce sont les affaires de Léo. La prochaine fois, s'il te plaît, dis-leur de demander d'abord. Sarah a haussé les épaules. Oh, allez. Pourquoi demander? Nous sommes une famille vivant sous le même toit. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste glissé ma main dans la poche de ma veste, appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone et je l'ai posé, écran vers le bas, sur la console de la télévision. Le dîner ce soir-là s'est déroulé dans un silence de mort. David était assis à côté de sa sœur, servant occasionnellement de la nourriture à sa nièce et à son neveu. Léo s'est serré contre moi et a à peine mangé une bouchée. Le voir m'a fait mal à la poitrine. Après le dîner, exactement comme je m'y attendais, un autre problème a éclaté. Léo avait à peine sorti une boîte de biscuits du garde-manger que Masson la lui a arraché des mains. Léo, les yeux devenant rouges, a dit « C'est à moi » et a essayé de la reprendre. Masson a poussé Léo violemment et Chloé s'est jointe à lui. Je venais de sortir de la salle de bain et j'ai vu Léo trébucher et tomber en arrière sur le plancher en bois. La boîte a volé de ses mains, envoyant des biscuits s'éparpiller partout. Mon fils n'a pas pleuré immédiatement. Il est juste resté assis là, stupéfait pendant quelques secondes, comme s'il s'était habitué à être traité de cette façon. J'ai couru et je l'ai ramassé. Qui l'a poussé? Masson m'a regardé, les yeux grands ouverts. Avant que le garçon ne puisse répondre, Sarah est intervenue. Les enfants chahutent juste. Pourquoi en fais-tu tout un plat? J'ai serré Léo fort, sentant son petit corps trembler. Les enfants chahutent, ai-je dit, la fusillant du regard avec une glace absolue dans la voix. Mais les parents doivent apprendre à leurs enfants ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Le visage de Sarah s'est instantanément transformé. Tu insinues que je suis une mauvaise mère? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je dis juste que tu sembles parfaitement d'accord pour que tes enfants s'habituent à prendre des choses qui ne leur appartiennent pas sans permission. Avant que je puisse finir, David est sorti de son bureau à domicile. Il a vu les yeux larmoyants de Léo et a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé maintenant ?» Sarah a immédiatement retourné la situation. « Regarde ta femme. Juste parce que les enfants ont mangé quelques biscuits, elle m'accuse d'être une mère terrible. » J'ai laissé échapper un rire sec. « Quelques biscuits, ai-je dit, caressant les cheveux de Léo et articulant chaque mot. Ton neveu vient de pousser ton fils par terre. » David a baissé les yeux, a vu l'égratignure rouge sur le genou de Léo, et a hésité une seconde, mais seulement une seconde. Puis il a soupiré et a dit « D'accord, surveille juste mieux les enfants la prochaine fois. » J'étais sans voix. Aucune excuse exigée, aucune réprimande donnée, pas un seul mot pour défendre son propre fils. Juste d'accord et surveille-les mieux. J'ai alors réalisé que si ce père allait continuer à jouer le pacificateur mou, j'étais la seule à pouvoir protéger Léo. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi,
j'ai sorti mon téléphone et j'ai écouté l'enregistrement. La manipulation de Sarah et la lâcheté évasive de David, tout était parfaitement capturé. J'ai écouté dans le noir, sentant mon cœur se transformer en pierre, me dépouillant de l'émotion. J'ai finalement vu la vérité avec une clarté cristalline. Je n'étais plus la femme qui attendait que son mari se réveille. Je n'étais plus la mère qui endurait n'importe quoi pour la paix familiale. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à documenter les événements du dernier mois, un par un. Date, heure, ce qui s'est passé, qui a dit quoi, comment Léo a été affecté. J'ai tout écrit méticuleusement, lentement, comme si je rassemblais les éclats d'une vie brisée pour former une image claire. Et plus je tapais, plus une pensée devenait claire dans ma tête. Je ne devrais peut-être pas seulement expulser une personne de mon appartement. Je devrais peut-être me préparer au pire. Un mariage avec un homme qui refuse de protéger sa femme et son enfant. Vaut-il même la peine d'être sauvé? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Allongé à côté de Léo, écoutant sa respiration régulière, mon esprit était en ébullition. Est-ce que j'exagérais? Est-ce que je me précipitais vers le divorce pour des frictions domestiques standards? Ces doutes se sont insinués. Mais chaque fois que je regardais la petite égratignure sur le genou de mon fils ou que je me souvenais de la façon dont il se cachait derrière mes jambes chaque fois que nous passions notre propre porte d'entrée, les doutes s'évanouissaient. Les adultes peuvent endurer. Les adultes peuvent se mentir à eux-mêmes et dire « les choses iront mieux bientôt ». Mais les enfants ne savent pas mentir. Quand un enfant commence à avoir peur de sa propre maison, ce n'est plus un petit problème. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée de congé. Après avoir déposé Léo à la maternelle, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé chez ma mère à Oak Park. Ma mère vivait seule dans une charmante maison d'artisan de plein pied dans une rue calme bordée d'arbres. Depuis le décès de mon père, elle menait une vie simple, s'occupant de ses orchidées sur la véranda ensoleillée, allant au marché fermier, lisant des livres et rendant visite à son petit-fils. En me voyant arriver au milieu d'une journée de travail, ma mère a été surprise. « Tu n'es pas au bureau ?» J'ai enlevé mes chaussures et je suis entré. L'odeur fraîche du nettoyant au citron de Mrs. Meyer m'a frappé le nez. Il y a des endroits où, à la seconde où vous entrez, toute votre fatigue est prête à se déverser en larmes. Je me suis assise sur la chaise en bois près de la fenêtre, je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai tout déballé. Je lui ai parlé de Sarah qui squattait chez nous, de la maison qui s'était transformée en zone sinistrée, des affaires de Léo qui étaient prises, de sa soumission forcée, de la défense aveugle de David envers sa sœur et de son silence assourdissant. J'ai parlé très lentement. Plus je parlais, plus ma gorge se serrait. Ma mère a écouté en silence, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, elle a poussé un très léger soupir. Je savais que les choses étaient difficiles pour toi. J'attendais juste que tu me le dises toi-même. J'ai baissé les yeux. Mon cœur me faisait mal. Je pensais que si je tenais bon un peu plus longtemps, ça se réglerait tout seul. Ma mère m'a regardé. Un mélange de sympathie et de chagrin dans ses yeux. Chérie, endurer des choses pour maintenir un mariage est une chose, mais laisser les gens te marcher dessus en est une autre. Tu peux supporter beaucoup de choses, mais quand ton enfant est harcelé, il ne devrait pas y avoir l'ombre d'un doute. Je l'ai regardé. Les rides sur ses mains étaient plus visibles maintenant, mais sa voix était aussi forte que lorsque j'étais enfant. Soudain, j'ai juste voulu être faible devant elle. Pas la femme compréhensive, pas la mère résiliente, mais juste une fille vulnérable pour une fois. Si nous divorçons vraiment, Léo va être si triste. C'est ce qui me fait le plus peur. Ma mère a posé sa main sur la mienne. Il est déjà triste de vivre dans un mariage comme celui-ci. Ces mots m'ont coupé le souffle. Oui, j'étais si inquiète que mon fils grandisse sans père que j'avais oublié. Avoir un père présent qui refuse de vous protéger crée parfois un vide encore plus grand. Après avoir passé une heure avec ma mère, un poids énorme s'est levé de ma poitrine. Avant de partir, ma mère a ouvert un tiroir et a sorti une épaisse enveloppe manille. J'ai gardé une copie de l'acte de propriété de ton appartement et j'ai sorti tous les relevés du compte d'épargne que je t'avais ouvert il y a des années. Je ne te donne pas ça pour te pousser au divorce. Je te le donne parce qu'une femme doit toujours avoir une issue de secours. J'ai pris l'enveloppe, des larmes piquant mes yeux. Quand je me suis marié, ma mère m'avait discrètement glissé une grosse somme d'argent pour nous aider à nous installer.
Je pensais avoir épousé un homme bien et que je n'aurais jamais besoin d'une stratégie de sortie. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pleinement compris pourquoi les mères préparent discrètement des radeaux de sauvetage pour leurs filles. Vers midi, je suis retourné à l'appartement. En ouvrant la porte, j'ai immédiatement entendu des rires retentir. Sarah était assise dans le salon en train de fastime avec quelqu'un. Dans sa main se trouvait le latte glacé que j'avais commandé sur DoorDash ce matin, mais que je n'avais pas eu le temps de boire. En me voyant, elle a hésité une seconde, puis a pris une gorgée comme si de rien n'était. « Oh, tu es de retour. » J'ai pensé que c'était pour qui voulait, alors je l'ai pris. Je suis resté immobile pendant quelques secondes. Autrefois, j'aurais peut-être simplement ri. Mais maintenant, chaque petite chose me semblait comme une aiguille dans l'œil, une aiguille me rappelant comment ma patience n'avait fait qu'alimenter son sentiment de droit. Je me suis dirigé directement vers l'îlot de cuisine et j'ai posé mon sac de documents. Tout dans cette maison n'est pas à prendre quand ça vous chante. Sarah a froncé les sourcils. Pardon ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as entendu. Son visage a instantanément changé. C'était probablement la première fois qu'elle me voyait parler avec une hostilité aussi non filtrée. À ce moment-là, David est sorti de son bureau. Il a vu nos visages et a grimacé. Quoi encore ? Sarah m'a devancé. Regarde ta femme. J'ai accidentellement bu un café et elle me parle comme si j'étais une voleuse. J'ai voulu rire, un rire étrange et amer. Accidentellement bu. Accidentellement porté. Accidentellement pris. Accidentellement resté plus longtemps. Oui. De ta bouche, tout est un accident ou un petit détail. David m'a regardé, agacé. Émilie, tonton. Je me suis tourné vers mon mari. C'est le ton de quelqu'un qui est complètement à bout de patience. David a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai coupé. Prends ta sœur et trouve-lui un appartement cet après-midi. Je le dis pour la dernière fois. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Le salon est tombé dans un silence de mort. Sarah m'a regardé, le visage rouge. Tu me mets vraiment à la porte ? Oui, ai-je répondu, ma voix froide comme la glace. J'expulse une profiteuse de ma maison. David s'est avancé, m'a attrapé le poignet et a baissé la voix. Eh, calme-toi. J'ai retiré mon bras brusquement. Je me suis calmé pendant plus d'1 mois. J'ai fini de me calmer. Sur ce, j'ai attrapé le dossier Manille et je suis entré dans la chambre principale. Pour la première fois depuis des jours, je ne tremblais pas. En fait, mon esprit était terrifiant de clarté. Je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Et si David choisissait toujours le camp de sa sœur, je n'aurais pas seulement à trouver comment expulser une invitée. Je devrais me préparer à me sauver, moi et mon fils, d'un mariage qui pourrissait de l'intérieur. La porte de la chambre à peine refermée, les lamentations de Sarah commencèrent. Ce n'était pas un cri silencieux et plein de chagrin. C'était fort, théâtral, conçu pour résonner dans tout l'appartement. Je vous l'avais dit dès le début que je ne voulais pas m'imposer. Maintenant, Émilie me jette littéralement à la rue. Où suis-je censé aller ? D'accord, j'emmènerai les enfants dans un motel bon marché cet après-midi. Laissez-nous geler. Laissez-nous mourir de faim. Faites ce que vous voulez. Je m'assis sur le bord du lit, serrant l'enveloppe si fort que les bords se froissèrent. Mon cœur était froid. Auparavant, entendre cela m'aurait peut-être fait fléchir, mais maintenant je connaissais son jeu. Dès qu'elle était confrontée à des faits et à des limites, elle passait à des crises d'hystérie de vie ou de mort pour manipuler la situation et cacher sa propre culpabilité. À l'extérieur, David la calmait d'une voix douce, une voix qu'il n'avait pas utilisée avec moi depuis longtemps. Sarah, ne parle pas comme ça. Émilie est juste émotive. Elle a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Je vais lui parler. Je fermai les yeux. Chaque mot de mon mari était comme de l'eau glacée sur une blessure gelée. Je ne me sentais plus triste qu'il la défende. Je ressentais juste une profonde déception. Une déception si profonde que je n'avais même plus l'énergie d'être en colère. Un peu plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. David entra, la ferma doucement, s'appuya contre le placard et me regarda. Il s'arrêta comme pour essayer de trouver quoi dire. Je ne levai pas les yeux. Si tu es ici pour me demander de supporter ça un peu plus longtemps,
garde ton souffle. Il soupira lourdement. Pourquoi dois-tu toujours pousser les choses à l'extrême? Je laissai échapper un rire calme et amer. C'est moi qui pousse à l'extrême. Je levai enfin les yeux vers lui. Sais-tu depuis combien de temps j'endure ça? Plus d'1 mois. J'ai toléré que Sarah utilise nos affaires sans demander. J'ai toléré que les jouets de mes enfants soient volés. J'ai toléré que mon fils soit poussé par terre. J'ai toléré de vivre comme une étrangère dans ma propre maison. Et à tes yeux, c'est toujours moi qui pousse les choses à l'extrême. David se mordit la lèvre et s'approcha. Émilie, Sarah est vraiment dans une mauvaise passe. On ne peut pas la jeter dehors. Je le fixai et dis très lentement, tu ne peux pas ou tu n'as juste pas le courage de le faire? Il se raidit. Je savais que j'avais touché un point sensible. Depuis le début, David n'était pas un homme qui ne pouvait pas distinguer le bien du mal. C'était juste un homme faible qui manquait de courage pour faire le choix difficile et correct, surtout quand ce choix exigeait de dire à ses parents de sang quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre. Ce n'était pas un type malveillant, mais ce manque de malice était la partie la plus dangereuse. Cela lui permettait de blesser profondément les personnes les plus proches de lui tout en maintenant son image de soi de bon gars, dit-il, la voix tendue. Je ne voulais juste pas que la famille finisse comme ça. Je me sentis complètement vide. La famille n'a pas fini comme ça à cause de moi. David se tut. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur dorée sur Evanston. En bas, dans la rue, les gens vaquaient à leurs occupations normales. Seule la vie à l'intérieur de cet appartement avait complètement déraillé. Je te le demande pour la dernière fois. Je me retournai et le regardai dans les yeux. Vas-tu aider Sarah à trouver un endroit ou pas? Il évita mon regard. Donne-moi encore quelques jours. Quelques jours de plus, rétorquai-je. Juste jusqu'à ce qu'elle se calme, ajouta-t-il précipitamment. J'acquiesçai à peine. Le mouvement était si léger, mais quelque chose en moi se brisa définitivement jusqu'à ce qu'elle se calme. Quelle excuse douce et raisonnable. Si raisonnable que n'importe qui de l'extérieur serait d'accord. Mais seule une personne vivant à l'intérieur de ce cauchemar savait que jusqu'à ce qu'elle se calme pouvait signifier une semaine, 1 mois ou pour toujours. Je n'ai pas préparé le dîner ce soir-là. J'ai commandé du pain panera pour moi et Léo, et nous avons mangé dans ma chambre. Dans le salon, Sarah parlait délibérément fort. Waouh, quand les gens ont de l'argent, ils méprisent vraiment leur propre famille, hein. Je n'ai pas répondu. Léo était assis en face de moi, mangeant ses macaronis au fromage avec une petite cuillère. Toutes les quelques secondes, il jetait un regard nerveux vers la porte, comme s'il avait peur que quelqu'un entre en trombe et lui prenne sa nourriture. En le regardant, ma poitrine se serra. 5 ans. Un enfant ne devrait pas avoir à dîner dans la peur. Alors que je jetais les contenants à emporter, j'ai entendu Sarah crier dehors. Maçonne Chloé, venez ici et écoutez-moi. Sa voix était vive et méchante. À travers la fente de la porte, j'ai surpris la leçon chuchotée. Écoutez-moi attentivement. C'est la maison de votre oncle et de votre tante, pas la nôtre. S'ils nous détestent, nous n'avons pas à être gentils avec eux. Quand vous serez grand, souvenez-vous de qui a été bon avec vous et de qui a été méchant. Ma main tenant une fourchette en plastique se mit à trembler. Je me suis figé. Sarah ne voulait pas seulement vivre ici. Elle plantait des graines de haine dans la tête de ses enfants, transformant cette maison en un champ de bataille et me jetant dans le rôle de la méchante sorcière dans les histoires qu'elle racontait à ses enfants. J'ai tranquillement appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, non pas parce que je voulais en entendre plus, mais parce que je savais que si je ne sauvegardais pas cela, les gens finiraient par dire que j'étais juste paranoïaque. Il était tard. Léo dormait. Je me suis assise sur le bord du lit, examinant mes relevés bancaires, l'acte de propriété de l'appartement et les documents de la maternelle de Léo. J'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone intitulée « Plan de sortie d'urgence ». J'ai tapé point par point. Si je dois partir, où allons-nous? Si je dois demander le divorce, quelle préparation est nécessaire? Quelles preuves sont essentielles pour la garde? Plus je tapais, plus mes mains devenaient froides. Je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où je calculerais une stratégie de sortie du mariage que j'avais tant travaillé à protéger. Mais ce qui m'a le plus dévasté, ce n'est pas la pensée de partir.
C'est que la personne qui me poussait à la sortie était l'homme qui avait promis de me protéger. Vers minuit, juste après avoir posé mon téléphone, David est entré. Il m'a regardé, l'air complètement épuisé. Émilie. Sarah a dit qu'elle allait rester dans un motel en dehors de la ville pendant quelques jours pour se calmer. Je l'ai regardé. Je n'ai pas posé de questions. En apparence, cela ressemblait à une concession, mais je savais que c'était probablement un mensonge. Et comme je m'y attendais, le lendemain matin, Sarah était assise sur le canapé du salon, croquant une pomme et regardant Netflix comme si de rien n'était. C'était comme si sa promesse de partir était une hallucination. À ce moment-là, j'ai réalisé que Sarah ne testait pas seulement ma patience. Elle testait la mollesse de son frère. Et jusqu'à présent, elle gagnait. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Puisque je ne pouvais plus compter sur mon mari pour faire ce qu'il fallait, le prochain coup était à moi. En la voyant manger tranquillement cette pomme, je n'ai pas été surprise. Je me suis juste senti calme. Le genre de calme absolu qui vient après une désillusion totale. Le calme d'accepter qu'espérer la conscience de quelqu'un d'autre est une perte de temps. David est parti travailler tôt. Avant de partir, il s'est tenu à la porte de la chambre et m'a regardé pendant quelques secondes, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il est finalement parti en silence. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il avait menti à propos de sa sœur allant dans un motel. Je connaissais déjà la réponse. Après avoir déposé Léo à l'école, j'ai pris le reste de la journée de congé. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que reprendre ma vie en main exigeait plus que de la colère. Cela exigeait de l'action. La première chose que j'ai faite a été de me rendre à la banque Chase. Historiquement, je gérais nos finances communes. Je pensais qu'un couple marié ne devrait pas se chicaner pour des broutilles. David avait donc une carte de crédit conjointe avec une limite élevée. Aujourd'hui, assise dans le bureau du banquier, j'ai senti un poids lourd dans ma poitrine. Il y a à peine un mois, je pensais que nous traversions juste une mauvaise passe. Maintenant, comme quelqu'un qui apprend à nager alors que l'eau lui arrive déjà au menton, j'apprenais à me protéger. J'ai abaissé la limite de la carte conjointe pour ne couvrir que les courses de base et l'essence, et j'ai transféré la majeure partie de notre argent liquide sur un compte individuel unique à mon nom. Je savais parfaitement que lorsqu'un mariage commence à s'effondrer, l'argent est la première arme utilisée. Je n'allais pas laisser les fruits de mes 10 années de dur labeur financer l'absurdité qui se passait dans ma maison. En sortant de la banque, je suis resté assise dans ma voiture quelques minutes avant de démarrer le moteur. Le soleil de juillet tapait fort. Les rues d'Evanston étaient animées. J'ai réalisé à quel point le monde est étrange. Dehors, tout le monde se dépêche, agissant comme si, en travaillant dur, tout irait bien. Mais derrière les portes closes, chaque famille a ses fractures silencieuses, et seules les personnes qui y vivent connaissent la douleur. Vers midi, je suis rentré à l'appartement. En ouvrant la porte, j'ai immédiatement entendu la voix géniale de Sarah depuis la cuisine. Et, pourquoi ma carte est-elle refusée? Quelle est la limite sur ça? Je suis entré et j'ai jeté mon sac à main sur le comptoir. Sarah s'est retournée, son téléphone à la main, me regardant avec choc. Émilie, as-tu bloqué la carte de David? J'ai lentement enlevé ma montre Apple et j'ai dit d'un ton froid et égal, j'ai ajusté le budget du ménage. Sarah a grimacé. Ajusté. Je n'ai même pas pu payer mes courses chez Whole Foods ce matin. J'ai tiré un tabouret de bar et je me suis assise. À partir de maintenant, je m'occuperai moi-même des dépenses nécessaires du ménage. Si tu as besoin d'autre chose, demande à David de le payer de sa propre poche. Les yeux de Sarah se sont exorbités. Alors maintenant, je dois mendier la permission d'acheter des courses. Je l'ai fixé, ressentant un immense sentiment de paix. Non, cela signifie qu'à partir de maintenant, quiconque dépense l'argent de cette maison doit connaître sa place. Mes mots ont allumé un feu sur son visage. Elle a claqué son téléphone sur le comptoir en granit. Tu me traites comme une parfaite inconnue. Je n'ai pas scié. Pas une inconnue, mais certainement pas la propriétaire de cette maison. Son visage est devenu violet. Tu es si irrespectueuse. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, notre nounou a ramené Léo de son programme de demi-journée. En entrant et en voyant les visages tendus des adultes, Léo s'est immédiatement accroché à ma jambe. J'ai frotté sa tête et je lui ai dit d'aller changer ses vêtements. Il s'est esquivé,
Ses pas rapides, désespérés d'échapper à l'air lourd. En regardant son petit dos, ma résolution s'est durcie comme de l'acier. Ce soir-là, David est rentré plus tôt que d'habitude. Il m'a immédiatement emmené sur le balcon. Sa voix était contenue mais furieuse. « Pourquoi as-tu bloqué la carte sans me le dire ?» J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre la balustrade. « Si je te l'avais dit, tu aurais simplement dit que j'exagérais. » Il m'a foudroyé du regard. Sais-tu à quel point c'était humiliant pour Sarah? J'ai failli rire. Humiliant? Je l'ai regardé droit dans les yeux. As-tu la moindre idée de qui a été la personne la plus humiliée de cette maison depuis un mois? David est tombé silencieux. J'ai continué, détachant chaque syllabe. Je n'ai pas coupé les finances de la famille. J'ai cessé de permettre à des étrangers de traiter mon argent comme un chèque en blanc. Mon argent? Tu en es arrivé au point de tracer des lignes comme ça, demanda-t-il, l'air amer et trahi. Quelle pitié! Quelle tristesse que maintenant il veuille invoquer la règle du mariage, ce qui est à moi est à toi. Mais quand il s'agissait de me faire souffrir, il traçait une ligne très claire, disant que sa sœur était de son sang et ne pouvait être ignorée. Tu te trompes, ai-je répondu. Je ne trace pas une ligne avec mon mari. J'empêche un parasite de saigner notre famille à blanc. La mâchoire de David se serra. Sa voix baissa. Tu as changé. J'ai hoché la tête. Oui, parce que j'ai refusé d'être l'idiote que j'étais. Cela l'a décontenancé. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si direct, mais je n'avais plus aucune énergie pour faire la gentille avec un homme qui me mettait constamment dans une impasse. Au dîner, Sarah a refusé de manger avec nous. Elle s'est enfermée dans sa chambre, ouvrant périodiquement la porte pour que nous puissions l'entendre au téléphone, racontant son histoire larmoyante. Elle parlait de ma cruauté, de la façon dont mon argent me faisait mépriser les gens, de la façon dont je la traitais comme une mendiante pour avoir besoin d'un peu d'aide. J'étais assise dans la chambre de Léo, réparant un ensemble de Lego cassés, entendant tout cela. Mais mon cœur ne me faisait plus mal. Quand la douleur dépasse un certain seuil, elle se métabolise en pure volonté. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma colocataire d'université, Jessica, qui est maintenant avocate spécialisée en droit de la famille dans le centre-ville de Chicago. J'ai envoyé une seule phrase. Si une femme doit se préparer pour la garde exclusive, par où commence-t-elle? J'ai posé le téléphone et j'ai regardé Léo, qui coloriait à côté de moi. Sous la lueur chaude de sa lampe de bureau, en regardant ses longs cils et son visage doux et concentré, cela m'a brisé le cœur. Je savais que ce n'était pas le moment où je devais partir immédiatement. Mais je savais aussi qu'à partir d'aujourd'hui, j'avais posé la première brique sur le chemin de la sortie pour moi et mon fils. Et quand une femme commence à planifier sa sortie, la chose la plus terrifiante n'est pas ses larmes ou sa colère. C'est son silence glacial avant de partir. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Jessica. C'était bref, mais cela a ancré ma résolution. Pour obtenir la garde, tu dois prouver que l'environnement actuel lui est nuisible. Pour protéger les biens, tu dois tracer ce qui est prénuptial par rapport à marital. Et si tu ne veux pas être prise au dépourvu par un divorce, tu commences à te préparer dès le premier jour, pas à paniquer quand tu es dos au mur. J'ai lu le texto encore et encore. Étrangement, au lieu de la peur, j'ai ressenti une clarté froide et vive, comme si j'avais erré dans un brouillard épais et que j'avais finalement vu une route pavée. Où que cette route mène, elle était beaucoup plus réelle que de rester immobile. Cette nuit-là, alors que j'aidais Léo à pratiquer son alphabet, on a frappé à sa porte. Avant que je puisse répondre, Sarah l'a poussé. Son visage n'était pas dur comme les derniers jours. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient en chignon désordonné et elle tenait une pile de vêtements d'enfants pliés. Elle ressemblait à une femme qui avait vraiment touché le fond. « Émilie, j'ai besoin de te parler. » J'ai posé le cahier de Léo et je lui ai dit d'aller s'asseoir à l'îlot de la cuisine avec son livre. Il a regardé entre moi et sa tante et s'est discrètement éclipsé. Dès que la porte s'est fermée, Sarah s'est affalée sur le bord d'une chaise. Les larmes ont immédiatement commencé à couler. Je suis tellement désolé. Je suis resté immobile. Il y a un mois, j'aurais peut-être fléchi à la vue de ces larmes, mais je n'étais plus assez naïf pour croire que les larmes équivalaient toujours à des remords. Sarah a reniflé. Je ne veux vraiment pas abuser de votre hospitalité, mais tu sais, mon mari m'a quitté.
Je ne peux pas rester chez mes parents non plus. Trouver un appartement décent avec 2 enfants n'est pas aussi facile que les gens le disent. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Plus une personne parle, plus il est facile de déceler le mensonge. Et bien sûr, après avoir pleuré et s'être plainte de sa malchance, Sarah s'est essuyé le visage et m'a regardé. Peux-tu juste me pardonner cette fois-ci? Dès que j'aurai l'argent, je déménagerai. Combien de temps cela prendra-t-il? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Sarah a hésité. Une très brève hésitation, mais suffisante pour confirmer qu'elle n'avait absolument aucun calendrier. J'ai demandé à des amis de chercher des endroits. J'ai hoché la tête. Donc, tu ne sais pas? Sarah s'est mordu la lèvre. Sa voix tremblait. Émilie, je sais que tu es en colère. Mais de femme à femme, ne peux-tu pas avoir un peu de sympathie? Sais-tu à quel point c'est misérable d'être une mère divorcée avec 2 enfants? Ces mots étaient lourds. Je suis une femme aussi. Je comprends la terreur d'essayer de maintenir ses enfants à flot dans une situation complètement instable. Mais je connaissais aussi une vérité beaucoup plus amère. Votre épreuve ne vous donne pas le droit d'utiliser la souffrance des autres comme un tremplin. J'ai regardé Sarah et j'ai dit calmement. Je comprends que tu traverses une période difficile. Mais Léo et moi traversons une période difficile en ce moment aussi. Les yeux de Sarah se sont agrandis. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je réponde si directement. Au cours du dernier mois, ai-je continué, as-tu une seule fois demandé comment allait mon fils? T'es-tu soucié qu'il ait peur de rentrer à la maison? As-tu déjà pensé à mes sentiments lorsque tes enfants ont arraché les jouets de Léo, lorsque tu te promenais en disant que cette maison était la tienne? Les larmes de Sarah se sont magiquement arrêtées. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes avant que son ton ne change complètement. Alors, que veux-tu? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux que tu partes. Sarah s'est levée brusquement. Son visage était encore taché de larmes, mais l'acte de victime avait disparu. Il ne restait que la colère et l'orgueil blessé. Tu es si méchante. J'ai voulu rire, un rire sec et creux. Quelle pitié. Quand les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en pleurant, ils déploient immédiatement des accusations. Non, ai-je répondu lentement. Je ne fais que protéger mon enfant. Sarah a ricané. Ouais, on verra bien. Quand tu te retrouveras dans une situation comme la mienne, qui va t'aider? Un frisson m'a parcouru l'échine. Un commentaire si désinvolte de la part d'une femme qui suppliait pour de la sympathie il y a 2 minutes. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte. David est entré. Il a dû entendre la fin de la conversation. Il a regardé Sarah, puis moi. Son visage était sombre. Que as-tu fait à Sarah maintenant? J'ai regardé mon mari, soudainement si épuisé que je n'ai même pas pu rassembler l'énergie pour m'expliquer. Crois ce que tu veux entendre. Sarah s'est immédiatement remise à sangloter. David, j'ai juste demandé un peu plus de temps à Émilie et elle m'a pratiquement dit de partir. Elle nous déteste. David s'est tourné vers moi, baissant la voix. Émilie, arrête. J'ai levé les yeux vers lui. Arrêtez? J'ai pointé la porte. Demande à ta sœur ce qu'elle vient de me dire. Sarah a gémi plus fort. Non, c'est bon. Il est clair que personne ne veut de nous ici. La routine était épuisante et presque comique. Combien de fois avait-elle fait cela, agissant comme si elle était acculée, pour se réveiller le lendemain et manger ma nourriture comme si de rien n'était? David s'est interposé au milieu de la pièce, se plaçant instinctivement entre moi et sa sœur. En le voyant faire ça, mon cœur s'est arrêté. Je n'avais plus besoin de poser de questions. Je pouvais le voir clairement dans ses yeux. À ce moment-là, la personne qui avait besoin de protection n'était pas sa femme. J'ai regardé mon marié, d'une voix étonnamment calme même pour moi, j'ai dit, si tu as si pitié de ta sœur, occupe-toi d'elle. David a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai répondu lentement. Cela signifie que j'en ai fini de porter tes fardeaux pour toi. L'air dans la pièce est devenu de plomb. Léo se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son livre de coloriage, le visage pâle de peur. Je me suis approché et je l'ai pris dans mes bras. Il a immédiatement enfoui son visage dans mon cou. À ce moment-là,
tous mes choix se sont cristallisés. Je pouvais continuer à endurer pour maintenir l'illusion d'une famille. Mais le prix serait que mon fils grandisse en regardant les gens pleurer, crier, manipuler, et en voyant sa mère laisser sa dignité être piétinée. Je ne voulais pas de ça. Je me suis retourné, tenant Léo, et je suis sorti de la pièce. Avant de refermer la porte, j'ai dit une dernière chose. Je te donne 3 jours. Si ta sœur n'est pas partie d'ici là, je ferai les choses à ma manière. Derrière moi, j'entendais David crier mon nom et Sarah pleurer encore plus fort, comme si je venais de commettre un crime de guerre. Mais cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Après avoir lancé cet ultimatum, l'ambiance dans l'appartement est devenue étrange. Plus de gémissements bruyants ni d'hostilité ouverte, juste le silence. Mais ce n'était pas la paix. C'était le calme avant l'ouragan. Tout le monde savait que quelque chose allait exploser. Il ne savait juste pas comment. Le premier jour, Sarah a à peine quitté sa chambre. Je pouvais l'entendre au téléphone, pleurant à des parents sur la façon dont je la mettais à la porte, se plaignant que David était trop faible pour la protéger, agissant comme si l'univers l'avait choisi pour la torturer. J'ai tout entendu, mais je n'ai absolument rien ressenti. Je suis allé travailler, j'ai fait les allers-retours à l'école, j'ai cuisiné pour Léo, je l'ai couché. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai cessé de me sentir responsable de l'état émotionnel des adultes dans ma maison. David est devenu encore plus froid. Nous ne nous sommes pas disputés, mais nous ne nous sommes pas dit un mot chaleureux. Il disait bonjour à Léo le matin, et le soir, il se cachait soit dans la chambre de Sarah, soit il fumait cigarette sur le balcon. L'odeur de tabac bon marché dérivait dans la chambre. Il savait que je détestais l'odeur, mais il semblait qu'il ne se souciait plus de ce que j'aimais ou détestais. Le soir du 2e jour, après avoir couché Léo, on a frappé à la porte de la chambre principale. David se tenait là, l'air hagard. « On peut parler dans le salon une seconde ?» Je l'ai suivi. Les lumières du plafond étaient éteintes, ne laissant que la faible lueur des suspensions de la cuisine. Cela rendait la pièce encore plus lourde. Il a tiré un tabouret de bar en face de moi, est resté silencieux un moment, et a finalement parlé. Fallait-il vraiment en arriver là? Je l'ai regardé. En arriver à quoi? Il a joint ses mains. Mettre Sarah à la porte alors qu'elle n'a nulle part où aller. Pousser les choses à l'extrême, bloquer les cartes de crédit, enregistrer les conversations, traîner toute cette famille dans la boue. En entendant ça, j'ai ressenti une vague de tristesse profonde et d'amertume. Même maintenant, à ses yeux, j'étais l'architecte de ce chaos. As-tu jamais sérieusement réfléchi à la raison pour laquelle j'ai été forcé de faire ces choses, ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu. Combien de fois t'ai-je prévenu? Combien de fois ai-je fait des compromis? Combien de chances ai-je donné à Sarah? Ou croyais-tu honnêtement que tout irait bien si je continuais à ravaler ma fierté pour le reste de ma vie? Ma voix n'était pas forte, mais son calme terrifiant semblait le secouer plus qu'une dispute à grands cris. Il a baissé les yeux, grattant le bord du set de table jusqu'à ce qu'il se plie. Je voulais juste garder la famille unie. J'ai regardé l'homme en face de moi, me sentant dégoûté par ce mariage. Garder quelle famille unie? As-tu protégé ta femme et ton fils ou te protégeais-tu simplement toi-même, voulant jouer le gentil pour tout le monde? La tête de David s'est relevée brusquement de choc. Je savais que je l'avais touché au vif. David voulait désespérément être le gentil. Bon pour sa sœur, bon pour sa femme, bon pour son fils. Mais le monde ne vous laisse pas rester neutre éternellement. Parfois, l'inaction est un choix, et le prix de cette inaction est payé par les personnes les plus proches de vous. C'est une chose cruelle à dire, a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai laissé échapper un rire amer. Cruel. Cruel, c'est mon fils qui se cache derrière mes jambes chaque fois que sa tante commence à crier. Cruel, c'est de devoir activer les mémos vocaux dans ma propre maison juste pour défendre ma santé mentale. Cruel, c'est un enfant de 5 ans qui dit à son enseignante qu'il a peur de rentrer à la maison. David s'est figé pour la première fois. Son expression s'est véritablement brisée. Léo a dit ça? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai juste regardé. Puis j'ai fait un minuscule signe de tête. Oui, il a dit ça. Le combat s'est complètement éteint en lui. Il a fixé le sol, immobile, pendant un long moment. Je suis resté silencieuse aussi.
Je ne me souciais plus de gagner la dispute. Je voulais juste que mon mari affronte enfin les conséquences de sa lâcheté, peu importe à quel point il était tard. Finalement, il a parlé. Sa voix était morte. Demain, j'emmènerai Sarah chercher un appartement demain. Je l'ai regardé, ne ressentant aucun soulagement, aucune joie. Juste un épuisement creux. Tu as déjà dit ça. Sa mâchoire s'est crispée. Je le pense cette fois. J'ai hoché la tête, me levant pour retourner dans ma chambre. Il a crié mon nom. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Ses yeux étaient injectés de sang et gonflés. Il avait l'air d'avoir 1 million de choses à dire, mais il n'a posé qu'une seule question. Si Sarah part, peux-tu juste faire comme si rien de tout ça n'était arrivé? Je suis resté là quelques secondes. La question est arrivée trop tard. Bien trop tard. Elle faisait plus mal que les disputes elles-mêmes. Mon mari pensait toujours que le seul problème était que sa sœur soit physiquement dans l'appartement. Il ne réalisait pas que ce qui avait été détruit était ma confiance fondamentale en lui. Le départ de ta sœur ne fait qu'arrêter l'hémorragie, ai-je dit doucement. Je ne sais pas si je pourrais un jour ressentir la même chose pour ce mariage. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé à côté de Léo, écoutant le vent faire vibrer la vitre du balcon. Les yeux désespérés de David n'arrêtaient pas de défiler dans mon esprit. Il avait enfin peur, mais sa peur est arrivée bien après que je me sois noyé dans la déception. Le matin du 3e jour, je me suis levé tôt. En entrant dans le salon, j'ai immédiatement vu 3 valises massives garées près de la porte d'entrée. Sarah se tenait près du canapé, les yeux rouges et gonflés. Mason et Chloé étaient assis à côté d'elle, l'air terrifiés. David se tenait près de la porte, pâle et épuisé. Personne ne parlait. L'air était aussi lourd que du plomb. J'ai regardé les valises, ressentant une émotion indescriptible. Pas de satisfaction, pas de victoire, juste la sombre réalité que les choses avaient finalement atteint le point de rupture inévitable. Mais juste au moment où je pensais que le rideau tombait sur ce cirque, Sarah s'est soudainement tournée vers moi. Sa mâchoire tremblait et sans avertissement, elle est tombée à genoux sur le plancher en bois. « Émilie, s'il te plaît, laisse-moi rester juste quelques jours de plus. » À ce moment-là, j'ai réalisé que les 3 jours n'étaient pas terminés, et que la plus grosse explosion était encore à venir. Quand Sarah s'est mise à genoux, la pièce a pratiquement cessé de tourner. Ses 2 enfants regardaient leur mère, les yeux écarquillés de terreur. David se tenait paralysé, et moi, debout au milieu de mon propre salon, je n'ai ressenti absolument aucune pitié. Si un étranger était entré, j'aurais eu l'air d'un monstre. Une mère divorcée désespérée à genoux, suppliant, et moi la regardant comme un mur de briques. Mais seul moi savais que sous cette posture soumise se cachait une manipulation pure et calculée. C'était une pièce de théâtre pour briser ma volonté en utilisant la culpabilité et la honte publique comme des armes. Sarah leva les yeux vers moi, les larmes coulant. « Émilie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Juste quelques jours de plus. Je jure que je trouverai un endroit et que je partirai. Je le promets. » Tu as promis beaucoup de choses, Sarah, ai-je dit, ma voix étrangement calme, comme si j'avais peur de m'éloigner. Elle a pratiquement rampé et a attrapé le bord du canapé. Je le pense cette fois. J'ai voulu rire, mais c'est sorti froidement. Tu le penses toujours cette fois. David s'est avancé et a essayé de la relever par le bras. Sarah, lève-toi, s'il te plaît. Mais elle a violemment repoussé sa main, s'est retournée vers moi et a gémi plus fort. Que dois-je faire pour te rendre heureuse? Ne seras-tu vraiment pas satisfaite tant que mes enfants et moi ne dormirons pas dans la rue? La question a résonné contre les murs. J'ai serré les poings. Voilà encore, me rejetant toute la faute, agissant comme si cette situation ne provenait pas de son incroyable sentiment de droit. J'ai regardé David. Il avait l'air perdu et mal à l'aise. Le regard d'un homme sur le point de céder. Je savais que si je reculais d'1 pouce, tout redeviendrait comme avant. Pire, en fait. Quelqu'un qui réalise qu'il peut obtenir ce qu'il veut en se mettant à genoux se croira invincible. Je me suis approché de Sarah. « Lève-toi. » Elle a secoué la tête, sanglotant hystériquement. « Je ne me lèverai pas tant que tu ne m'auras pas pardonné. » Je me suis penché, insistant sur chaque mot. «
Qu'est-ce que tu apprends à tes enfants en ce moment? Sarah s'est figée. J'ai montré Mason et Chloé, qui étaient blottis l'un contre l'autre, regardant leur mère. Tu leur apprends que si tu fais une crise, que tu te mets à genoux et que tu cries assez fort, les autres sont obligés de céder. Les yeux de Sarah se sont agrandis. David s'est figé aussi. Tu m'as traité de mesquine pour une boîte de crayons, ai-je continué, ma voix stable mais tranchante comme un scalpel. Tu m'as traité de méchante. Tu as lavé le cerveau de tes enfants pour qu'ils pensent que je suis un monstre. Et maintenant, tu es à genoux, suppliant de rester. Ne penses-tu pas que tu mets tes propres enfants dans l'embarras? Le visage de Sarah s'est vidé de sa couleur, puis est devenu rouge vif. Les larmes coulaient toujours, mais le regard suppliant dans ses yeux avait disparu, remplacé par un éclair de rage d'avoir été complètement démasqué. Émilie, tu n'as pas besoin de dire ça devant les enfants, a sifflé David. J'ai tourné la tête brusquement vers lui. Quand devrais-je le dire? Après que mon fils ait appris que la personne qui crie le plus fort gagne. David était sans voix. À ce moment-là, Léo est sorti de sa chambre, serrant son ours en peluche. Il a immédiatement couru se cacher derrière ma jambe, regardant la scène chaotique. Mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas le laisser grandir dans une maison comme celle-ci. Je me suis penché, j'ai pris Léo dans mes bras, j'ai pressé sa tête contre mon épaule et j'ai regardé David droit dans les yeux. Fais-la sortir d'ici. Ma voix n'était pas forte, mais elle était absolue. Sarah, comme si sa fierté avait soudainement pris feu, s'est relevée en se débattant. Sa voix est devenue venimeuse. Très bien. Si tu dois être une sans-cœur, nous partirons. Mais souviens-toi de ça, Émilie. Le karma te rattrapera. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était un commentaire méchant, mais il sonnait comme une malédiction. À cette seconde précise, mon téléphone a vibré. C'était l'enseignante de maternelle de Léo. J'ai répondu avec ma main libre. La voix de l'enseignante était basse et inquiète. Émilie, j'ai oublié de mentionner ça hier, mais dernièrement, Léo se réveille en pleurant pendant la sieste. Il n'arrête pas de dire « Ne prenez pas mes affaires ». Je me suis figé. Chaque mot était un poignard dans mon cœur. Léo, qui s'accrochait actuellement à moi si fort, portait tellement d'anxiété de cette maison qu'il faisait des cauchemars à l'école. J'ai remercié l'enseignante, j'ai raccroché et je me suis retourné vers David. Étrangement, la colère aveuglante a disparu, remplacée par une clarté froide et terrifiante. Écoutez-moi, ai-je dit, ma voix stable. Votre fils fait des cauchemars à l'école à propos de gens qui volent ses affaires. Le visage de David est devenu de la couleur de la cendre. Sarah a complètement fermé la bouche. Je les ai regardés tous les deux, parlant lentement, expirant les mots. Il ne s'agit plus de squatter quelques jours. Il s'agit du fait que mon fils est psychologiquement endommagé dans sa propre maison. Un silence suffocant a envahi la pièce. Même les enfants de Sarah n'osaient pas bouger. Pour la première fois, personne ne pouvait m'accuser d'exagérer. David a fait un pas en avant, tendant la main pour toucher l'épaule de Léo, mais Léo a violemment tressailli et a enfoui son visage plus profondément dans mon cou. C'était un minuscule mouvement réflexe, mais les yeux de David se sont instantanément remplis de larmes. Je pouvais voir l'agonie sur son visage, mais il était bien trop tard. Sarah a tenté de sauver la situation, ouvrant la bouche. Mais tout ce qu'elle a pu balbutier, c'est « je ». Je ne savais pas que c'était si grave. Parce que depuis le début, tu ne t'es jamais soucié de mon fils, ai-je dit. Sur ce, je suis entré dans la chambre et j'ai attrapé le sac de sport que j'avais préparé la nuit précédente. Il contenait des vêtements pour moi et Léo, des documents importants, de l'argent liquide et mes papiers juridiques. Je l'ai posé sur l'îlot de la cuisine et j'ai regardé David une dernière fois. Qu'elle parte ou non, ça n'a plus d'importance. David se tenait paralysé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai serré Léo plus fort. Léo et moi allons chez ma mère pour quelques jours. Tu passes ce temps seul et tu réfléchis longuement à qui et à ce que tu es réellement censé protéger. Pour la première fois, une terreur brute et sincère a éclaté sur le visage de David. Mais je ne me suis pas arrêté parce que je savais que lorsqu'une femme fait enfin ses valises, ce n'est pas une menace. C'est un message que si vous faites un pas de plus de travers, ce que vous avez perdu ne reviendra jamais. Je n'ai pas attendu d'entendre ce qu'il avait d'autre à dire. Portant Léo et attrapant le sac,
je suis sorti par la porte d'entrée. Faiblement, j'ai entendu David crier frénétiquement, « Émilie, attends !» Mais je ne me suis pas arrêté. Si je m'étais retourné, si mon cœur s'était adouci à ses excuses paniquées, j'aurais été aspiré de nouveau dans le cycle. J'étais trop fatigué pour des rediffusions. En montant dans mon SUV, j'ai finalement installé Léo dans son siège auto et j'ai zippé sa veste. Il leva les yeux vers moi avec ses grands yeux anxieux. « Maman, où allons-nous » J'ai repoussé ses cheveux et je lui ai fait le plus doux sourire que je pouvais. « Nous allons rester chez mamie quelques jours. » Léo a immédiatement hoché la tête. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas fait de crise ni demandé à retourner chercher plus de jouets. Le soulagement pur au mot « mamie » m'a brisé le cœur. Mon fils a 5 ans. Il devrait vouloir être dans sa propre chambre avec toutes ses affaires, mais la simple promesse de partir a suffi à le calmer. Cela seul m'a montré à quel point notre appartement était devenu suffocant pour lui. Quand ma mère a ouvert la porte et m'a vu tenant un sac de sport et Léo, elle a immédiatement compris. Elle n'a pas posé 1 million de questions. Elle a juste serré Léo dans ses bras, m'a tendu une paire de pantoufles et a tiré le sac à l'intérieur. J'ai assis Léo sur le canapé et je lui ai pris une brique de jus. Il a laissé échapper un minuscule soupir de soulagement presque inaudible, a serré son ours en peluche et s'est recroquevillé dans le coin du canapé. Ma mère l'a regardé, sa voix basse. Pauvre bébé. Il a si peur. Mes yeux ont piqué. Je lui ai donné les grandes lignes de ce qui s'était passé ce matin-là, l'appel de l'enseignante, les cauchemars pendant la sieste. Ma mère a écouté, s'est arrêtée un moment et a dit exactement une phrase. « Tu as bien fait de le sortir de là. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Léo a dormi comme une souche. Il n'a pas tressailli. Il n'a pas crié. Et il n'a pas agrippé le bord de ma chemise. J'étais assise à côté de lui, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser avec des respirations lentes et régulières. Mon cœur me faisait mal, mais j'ai aussi ressenti une immense vague de soulagement. Ça faisait mal qu'il ait souffert plus longtemps que je ne le réalisais, mais j'étais soulagé que, au moins pour ce soir, il soit hors de la zone de guerre. Vers 18h, David a appelé. J'ai regardé l'écran vibrer sur la table de chevet, puis j'ai répondu. Sa voix était rauque. « Vous êtes arrivé chez ta mère ?» « Oui, ai-je dit sèchement. » Il a hésité. « Je veux venir vous chercher. » J'ai esquissé un léger sourire cynique. « Pourquoi ?» J'ai parlé à Sarah, a-t-il dit rapidement, comme s'il avait peur que je raccroche. Je l'ai conduite à un hôtel longue durée près de l'autoroute cet après-midi. Demain, je l'aide à signer un bail pour un appartement. Je suis restée assise, fixant Léo endormi. Il y a une semaine, entendre cela aurait pu sembler comme une victoire massive, mais maintenant, cela ressemblait à mettre un pansement sur une blessure par balle. La froide réalité demeurait, et j'ai demandé. La voix de David tremblait. J'avais tort. J'aurais dû m'en occuper plus tôt. J'aurais dû taper du poing sur la table. Je ne pensais juste pas que ça affectait Léo à ce point. Non, j'ai fermé les yeux. Les hommes sont des créatures étranges. Ils pensent toujours que les choses ne sont pas si graves jusqu'à ce que la bombe explose réellement. Les jours où une femme ravale son ressentiment. Les moments où un enfant recule de peur, il les considère comme des humeurs passagères. Mais le ressentiment s'accumule et finit par former un canyon infranchissable. Ce n'est pas que tu ne savais pas, ai-je dit, épuisé. C'est que tu as activement choisi de l'ignorer. J'ai entendu un lourd soupir de l'autre côté. M, s'il te plaît, donne-moi une chance de plus. J'ai regardé par la fenêtre les rues calmes et verdoyantes d'Oak Park. Le faible bruit d'une tondeuse à gazon, un chien aboyant au loin. Tout semblait si normal. Seul mon mariage était en ruine. Je ne dis pas que je vais demander le divorce demain, ai-je dit lentement. Mais je ne crois pas que les choses soient magiquement réglées juste parce que ta sœur est dans un motel. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, il a murmuré. Alors, que dois-je faire ? J'ai regardé mon fils, articulant chaque mot. Je veux que tu te regardes longuement et attentivement dans le miroir. Pas Sarah, pas moi, mais toi-même. Du jour où elle est arrivée à la minute où je suis sorti par la porte, où étais-tu bordel quand nous avions besoin de toi ? J'ai raccroché. Ce soir-là, ma mère a préparé du pain de viande et de la purée de pommes de terre,
mon plat réconfortant d'enfance préféré. Léo était assis à côté d'elle, a mangé une assiette entière et en a redemandé. En le regardant, mon nez a piqué. Le simple fait de changer d'environnement avait complètement transformé mon enfant. Après le dîner, ma mère était à l'évier en train de faire la vaisselle. Je suis entré pour l'aider et je l'ai vu se figer soudainement, s'agrippant fermement au bord du comptoir. J'ai paniqué. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle s'est retournée et a forcé un sourire crispé. Je me suis juste senti un peu étourdi en restant debout trop longtemps, je suppose. J'ai immédiatement tiré une chaise, je l'ai fait asseoir et je lui ai pris un verre d'eau. Au cours des derniers mois, elle s'était parfois plainte de serrements de poitrine et de vertige. Mais chaque fois que je lui disais de voir un médecin, elle balayait ça d'un revers de la main en disant que c'était juste la vieillesse. Sous la lumière crue de la cuisine, en voyant à quel point elle était pâle, un sentiment terrible s'est installé dans mon estomac. Je me suis accroupi à côté d'elle. Nous allons chez le médecin demain. Elle a secoué la tête. Je vais bien, vraiment. J'ai juste besoin de me reposer. J'ai attrapé ses mains. Non, je n'accepte pas de non comme réponse. Elle m'a regardé, puis Léo qui coloriait dans le salon, et a finalement soupiré. D'accord, demain. Cette nuit-là, j'étais allongé à côté de Léo dans mon ancienne chambre d'enfant. Le même ventilateur de plafond blanc bourdonnait au-dessus de ma tête. Ma vieille lampe de bureau jaune était dans le coin. Tout était exactement pareil. Pourtant, j'avais vécu une vie de tempête. Vers 23 heures, mon téléphone s'est allumé. Un texto de David. J'ai déposé Sarah. Être seul dans l'appartement. C'est si vide. J'ai lu le texto et j'ai verrouillé l'écran. Non pas parce que je ne me sentais pas mal pour lui, mais parce que le vide dont il parlait était quelque chose que Léo et moi avions ressenti pendant un mois en vivant avec lui. Une maison n'est pas vide parce qu'il n'y a personne. Elle est vide quand la sécurité et la confiance ont disparu. J'ai rapproché Léo et je l'ai embrassé sur le front. Dans l'obscurité silencieuse de la maison de ma mère, j'ai finalement pensé que le pire était passé. Je n'avais aucune idée que le lendemain matin, la vraie tragédie frapperait, apportée directement à notre porte par les personnes que j'essayais de fuir. Et cette fois, le prix ne serait pas seulement mon mariage. Je me suis levé tôt pour préparer ma mère pour la clinique. Elle disait que ses vertiges allaient mieux, mais elle avait toujours l'air pâle. Ses lèvres complètement incolores. Je lui ai dit de rester sur le canapé pendant que j'allais dans la cuisine pour préparer des flocons d'avoine et du thé. Léo s'est réveillé de bonne humeur. Réalisant qu'il était toujours chez mamie, il a couru, lui a serré les jambes et a fièrement annoncé qu'il allait être super silencieux aujourd'hui pour que maman puisse emmener mamie chez le médecin. En les regardant, mon cœur s'est senti chaud mais meurtri. C'était un monde si petit et fragile. Mais après tout le chaos, j'ai réalisé à quel point il était infiniment précieux. Alors que je préparais mon sac fourre-tout avec les cartes d'assurance de ma mère, mon téléphone a sonné. Le numéro de David. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix était frénétique. « Émilie, Sarah est devant la maison de ta mère. » Je me suis figé. « Quoi ? Elle n'est pas restée au motel. » David haletait comme s'il courait vers sa voiture. « Elle m'a appelé ce matin. A dit qu'elle ne pouvait pas signer un bail en pétant qu'elle ne s'était pas excusée auprès de toi et de Léo. Je suis en route, mais je suis coincé dans les embouteillages sur la 290. Mon sang s'est glacé. Avant même que je puisse répondre, on a frappé violemment et frénétiquement à la porte d'entrée. Ma mère, assise à la table de la salle à manger, a sursauté de surprise. J'ai agrippé mon téléphone. « Viens ici maintenant !» ai-je crié et j'ai raccroché. Les coups se sont intensifiés. Léo a immédiatement couru se cacher derrière moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché jusqu'à la porte, l'ouvrant brusquement. C'était Sarah. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux étaient en désordre, et elle serrait la sangle de son sac à main comme une bouée de sauvetage. Elle avait l'air complètement dérangée. Dès qu'elle m'a vu, elle a essayé de forcer le passage pour entrer, comme si elle avait peur que je lui claque la porte au nez. « Émilie, s'il te plaît, laisse-moi juste dire une chose. » Je me suis complètement mise dans l'embrasure de la porte, lui bloquant le passage. « Dégage du porche de ma mère. Je ne m'occupe pas de toi en ce moment. » Sarah a joint ses mains, pleurant hystériquement.
Je sais que j'avais tort. Je suis juste venu ici parce que je ne peux pas vivre avec ta haine. Laisse-moi entrer. Je m'excuserai auprès de ta mère. Je m'excuserai auprès de toi, et je jure que je partirai. Ma mère est sortie de la cuisine. En voyant Sarah, son visage s'est crispé. Non pas parce que ma mère la détestait instinctivement, mais parce qu'elle savait exactement ce que j'avais enduré. Ma mère, qui a toujours ressenti la douleur de sa fille plus vivement que la sienne, a parlé la première. Vous n'entrerez pas. Si les choses en sont arrivées à ce point, à quoi bon des excuses? Sarah a regardé ma mère, sa voix. Madame Miller, je jure que je suis sincère. J'ai foudroyé Sarah du regard. Soudain, je me suis senti si complètement épuisé que je me fichais de savoir si ses excuses étaient sincères ou fausses. Je savais seulement que ma mère s'était sentie mal la nuit dernière et que je ne pouvais absolument pas la laisser se faire entraîner dans ce cirque. Ai-je dit fermement. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à David. Mais Sarah n'est pas partie. Au lieu de cela, là, sur le porche de la maison de ma mère, elle est de nouveau tombée à genoux. Émilie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je sais que j'étais une idiote. Ne me mets pas, moi et mes enfants, dans une impasse. C'était son arme ultime. Se mettre à genoux, jouer la victime désespérée pour que les voisins voient, essayant de me forcer à avoir l'air de la méchante. Ma mère s'est avancée, sa voix tremblant de fureur. Lève-toi tout de suite. C'est ma maison, pas une scène pour tes drames. J'ai essayé de guider ma mère à l'intérieur. Maman, va juste t'asseoir, s'il te plaît. Mais ma mère n'en voulait rien savoir. Elle avait tenu sa langue pour moi pendant plus d'un mois, et la colère brute flamboyait dans ses yeux. Elle a baissé les yeux sur Sarah, articulant chaque mot. Ma fille mène une vie honnête. Elle ne vous devait rien. Elle vous a accueilli par pitié. Vous avez abusé de son hospitalité, saccagé sa maison, terrorisé mon petit-fils, et maintenant vous venez chez moi pour crier sur mon porche. Que voulez-vous lui prendre de plus? En entendant cela, Sarah a gémi encore plus fort. Je voulais juste m'excuser. Ma mère a laissé échapper un rire amer et cinglant. Des excuses exigent une conscience. N'était-ce pas suffisant que vous ayez torturé ma fille pendant 40 jours? Soudain, j'ai senti la main de ma mère agripper mon épaule comme un étau. Son poids s'est lourdement déplacé contre moi. Je me suis retourné et j'ai vu que son visage était complètement vidé de son sang. Maman. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle s'est serré la poitrine, haletant pour respirer. Le verre d'eau que j'avais posé sur la table d'entrée a été renversé au sol, se brisant en 100 morceaux. Je l'ai attrapée alors qu'elle s'effondrait, glissant le long du mur avec elle. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Léo, debout dans le couloir, s'est mis à crier et à pleurer. Sarah s'est figée sur le porche, puis s'est relevée en se débattant, son visage devenant blanc comme un linge. Ma mère a essayé d'ouvrir la bouche pour parler, mais n'a pas pu. Elle a juste griffé le tissu sur sa poitrine. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Je suis resté paralysé pendant une fraction de seconde, puis j'ai crié comme une folle. Appelez le 911. Appelez une ambulance. Sarah a cherché son téléphone en tâtonnant, les mains tremblantes. J'étais assise par terre, berçant ma mère, tremblant si fort que je ne pouvais pas voir clairement. Léo sanglotait, appelant sa grand-mère. Une matinée de banlieue calme et paisible avait été mise en pièces en 3 minutes. À ce moment-là, David est arrivé en courant dans l'allée. Voyant sa belle-mère effondrée dans mes bras, il s'est figé d'horreur. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? J'ai levé les yeux vers lui. Mes yeux devaient avoir l'air fous. Tu dois demander? Ma voix s'est brisée en un cri. Si ta sœur psychotique n'était pas venue ici, ma mère ne serait pas en train de mourir sur le sol. David se tenait complètement paralysé. Sarah, bégayant derrière lui, a dit Je ne voulais pas. J'ai tourné la tête brusquement vers elle. Pour la première fois de ma vie, toute prétention de civilité a disparu. Tais-toi. Juste 2 mots. Mais ils sont sortis si démoniaques que je n'ai même pas reconnu ma propre voix. Le hurlement des sirènes a percé le quartier. David et moi avons aidé les ambulanciers à mettre ma mère sur la civière et j'ai confié Léo à notre voisine d'à côté, une gentille infirmière à la retraite.
alors que les portes de l'ambulance se refermaient, j'ai tenu la main de ma mère. Elle était glaciale. À ce moment-là, toute ma colère envers mon mariage, ma belle-sœur, l'appartement, tout s'est évaporé en une terreur pure et aveuglante. J'avais peur de perdre ma mère, peur que la seule personne qui m'avait soutenu inconditionnellement allait mourir à cause d'un désastre que je n'avais pas été assez impitoyable pour arrêter. L'ambulance a traversé le trafic du matin, je me suis assise à côté du brancard, écoutant le bip frénétique des moniteurs. Mon cerveau bourdonnait, ma poitrine me faisait physiquement mal. David était assis à l'avant, pâle, me regardant à plusieurs reprises, voulant dire quelque chose mais n'y parvenant pas. J'ai juste regardé par la fenêtre, les larmes coulant sur mon visage. Je savais que quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'avais franchi le point de non-retour. Le prix avait été payé et aucun je suis désolé ne pourrait jamais le racheter. Les urgences de l'hôpital étaient un chaos. Le cliquetis des brancards, les médecins criant des ordres, l'odeur stérile et terrifiante d'antiseptiques. Ils ont précipité ma mère à travers des portes doubles dans la salle de traumatologie, et les portes se sont refermées juste devant moi. Je me suis retrouvé seul dans le couloir, complètement à la dérive. Mes mains tremblaient encore. Je me suis appuyé contre le mur en parpaing, mes genoux menaçant de céder. David se tenait à quelques mètres. Il regardait entre les portes des urgences et moi, terrifié de faire un pas de plus. Sarah était assise sur une chaise en plastique au bout du couloir, la tête entre les mains, pleurant, mais ses pleurs ne suscitaient plus la moindre pitié en moi. Ils ne faisaient qu'alimenter la rage froide et amère qui s'installait dans mes os. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Je suis revenu à la réalité lorsqu'un médecin en blouse est sorti en tenant un presse-papier. Famille de Madame Miller. Je me suis précipité en avant. Le médecin m'a regardé, son expression grave. Votre mère a subi un infarctus du myocarde aigu, une crise cardiaque grave. Heureusement, les ambulanciers l'ont amenée ici rapidement. Nous l'avons stabilisée et administré des médicaments thrombolytiques, mais elle monte à l'unité de soins intensifs cardiaques pour une observation attentive. Il est essentiel qu'elle soit maintenue dans un environnement absolument calme. Zéro stress émotionnel. J'ai pris les papiers, le bout de mes doigts devenant engourdi. Zéro stress émotionnel. Ces mots m'ont semblé comme un coup physique. Je me suis retourné et j'ai regardé au bout du couloir Sarah, toujours recroquevillée sur sa chaise. Une vague d'épuisement total m'a envahi. Non pas à cause des disputes, mais de la prise de conscience que j'avais laissé les choses aller beaucoup trop loin. Un peu plus tard, ils m'ont laissé entrer aux soins intensifs. Ma mère était allongée dans le lit d'hôpital, l'air incroyablement fragile. Son visage était cendré, ses lèvres sèches. Une perfusion était branchée à son bras et des électrodes de CG étaient collées sur sa poitrine. J'ai tiré une chaise et j'ai doucement pris sa main. Elle semblait tellement plus faible que je ne me souvenais. Elle a cligné des yeux et m'a regardé. Léo, a-t-elle dit d'une voix rauque. J'ai ravalé un sanglot. Il est chez Madame Higgins, la voisine. Il est en sécurité, maman. Ne t'inquiète pas. Elle a fait un petit signe de tête et a refermé les yeux. La voir comme ça me donnait l'impression qu'un couteau se tordait dans mon cœur. Je me croyais si forte. Je pensais que je pourrais survivre à l'arrogance de Sarah, à la lâcheté de David, à l'atmosphère suffocante de ma propre maison. Mais je n'avais jamais pris en compte que la victime ultime serait ma mère, la femme qui m'avait discrètement soutenu tout au long. Je suis sorti des soins intensifs et j'ai doucement refermé la porte. David se tenait toujours là, dans le couloir. Il m'a regardé, les yeux injectés de sang. Comment va-t-elle? Je suis resté immobile. Son inquiétude ne me réconfortait pas. Elle semblait juste tragiquement tardive. Elle est stable, mais elle doit être surveillée, ai-je dit d'un ton plat. Et elle ne doit absolument pas être stressée à nouveau. David a baissé la tête. Je suis tellement désolé. J'ai regardé l'homme qui se tenait en face de moi. Pour la première fois, ses excuses m'ont semblé totalement vides de sens. Si légères qu'elles ne pouvaient même pas effleurer le rocher qui pesait sur ma poitrine. De quoi t'excuses-tu exactement? Ai-je demandé. Il a levé les yeux, les lèvres tremblantes. De ne pas avoir géré ça plus tôt. J'ai laissé échapper un rire amer. Non. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu devrais t'excuser d'avoir laissé les choses en arriver là pour commencer. Il s'est tu.
J'ai continué. Ma voix était calme, mais sculptait chaque syllabe. Sais-tu ce qui m'exaspère le plus? Ce n'est pas que Sarah ait squatté chez nous. Ce ne sont pas les pleurs, les agenouillements ou les crises de colère. C'est que depuis le premier jour, tu savais exactement que ce qu'elle faisait était mal, et tu as choisi de ne rien faire. Le visage de David est devenu blanc. Je savais que je le touchais là où ça fait mal, mais je n'avais plus aucun désir de protéger ses sentiments. Tu pensais que si tu arrangeais juste les choses, que tu me demandais d'être la plus intelligente et que tu jouais le pacificateur, tout se résoudrait comme par magie. Mais ta lâcheté a acculé ta femme et ton enfant, et maintenant elle a mis ma mère aux soins intensifs. Il a fait un demi-pas en arrière, les larmes aux yeux. Émilie. J'ai levé une main. Ne fais pas ça. Le couloir de l'hôpital était d'un blanc aveuglant et glacial. Dehors, le soleil d'été brillait de mille feux, mais à l'intérieur de ma poitrine, il n'y avait qu'un vaste vide sombre. À ce moment-là, Sarah s'est approchée. Elle avait l'air anéantie, les cheveux en désordre, les yeux gonflés à force de pleurer. Cette fois, ce n'était pas une performance. Je pense que même elle n'avait pas réalisé jusqu'où iraient ces mises en scène. Elle s'est tenue devant moi, la lèvre tremblante. Émilie, je suis tellement désolée. Je jure devant Dieu, je ne pensais pas que ça arriverait à ta mère. Je me suis retourné pour la regarder. Le vide total dans mes yeux l'a fait taire. Ne t'excuse pas auprès de moi, ai-je murmuré. Excuse-toi auprès de ma mère si elle décide un jour de vouloir te regarder à nouveau. Sarah s'est effondrée, couvrant son visage. J'avais tort. J'ai hoché la tête. Oui, tu avais tort. Ma voix était toujours calme, mais si glaciale qu'elle m'a fait peur. Mais certaines erreurs ne disparaissent pas simplement parce qu'on s'excuse. Sarah sanglotait dans ses mains. David regardait entre nous, arborant l'expression d'un homme qui réalise soudain que la maison a brûlé et qu'il n'y a plus d'eau. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert l'application de mémos vocaux. Rangée après rangée de fichiers audio, les incidents, les disputes, les fois où Léo a été mis de côté, les fois où j'ai supplié pour des limites et où on m'a traité de folle. Tout était là. Je ne l'avais montré à personne. Je l'avais seulement enregistré pour me prouver que je ne perdais pas la tête. L'abus était réel. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé David. J'appelle Jessica cet après-midi pour rédiger les papiers. Il s'est figé. Quel papier? J'ai répondu incroyablement lentement. Les papiers de divorce. La couleur a complètement quitté son visage. Émilie, s'il te plaît, ne fais pas ça alors que tu es émotive. J'ai voulu rire. Je n'avais jamais été aussi rationnel de ma vie. Que Sarah parte ou non, ça n'a plus d'importance. Je n'ai pas seulement perdu un mois de paix dans ma propre maison. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai perdu mon respect pour toi. Il est resté là, stupéfait. Après un long moment, il a finalement dit d'une voix rauque. Je vais arranger ça. Je le jure. J'ai secoué la tête. On peut réparer une mauvaise habitude. On ne peut pas réparer une crise cardiaque. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers les portes des soins intensifs. Alors que je posais ma main sur la poignée, je me suis arrêté et j'ai regardé par-dessus mon épaule une dernière fois. C'est fini, David. Ne m'appelle pas pour m'expliquer. Si tu as encore une once de décence, prépare-toi à avoir une conversation mature sur la garde de Léo. Je n'ai entendu aucun son derrière moi. Ils avaient enfin compris. Une déclaration faite devant les soins intensifs, où votre mère a failli mourir, n'est pas une menace. C'est une fin absolue. En entrant dans la chambre, je me suis assise et j'ai de nouveau pris la main de ma mère. Mon cœur était brisé, mais à l'intérieur de ces décombres, j'ai senti une résolution de titane que je n'avais jamais connue auparavant. Je savais que la route à venir serait brutale, avocat, larmes, calendrier de garde. Mais au moins, à partir d'aujourd'hui, je ne dormirai plus jamais dans une maison où la gentillesse de ma famille était traitée comme une faiblesse à exploiter. Ma mère est restée à l'hôpital pendant 5 jours de plus. Parce qu'ils ont détecté la crise cardiaque tôt, elle a survécu à la crise. Mais son cardiologue a ordonné des changements de mode de vie stricts et un environnement totalement sans stress. Pendant ces 5 jours, j'ai pratiquement vécu à l'hôpital. Je déposais Léo à la maternelle le matin, j'allais aux soins intensifs, je récupérais Léo,
je l'emmenais chez la voisine et je retournais à l'hôpital. David est passé quelques fois. Il apportait de la soupe, du café, des fruits. Il planait devant la porte avant de finalement rassembler le courage d'entrer. Ma mère ne lui a jamais crié dessus. Elle n'en avait pas besoin. Elle le regardait simplement avec le regard épuisé et savant d'une adulte qui comprend exactement pourquoi cette tragédie s'est produite. C'est ce regard, plus que n'importe quelle dispute, qui a fait baisser la tête à David de honte absolue. Quant à moi, depuis que j'ai lâché le mot en EDE dans le couloir, j'ai ressenti un sentiment de paix bizarre. La colère déchaînée et l'espoir désespéré qu'il changerait avaient disparu. Il ne restait que l'acceptation froide de la réalité. C'était comme si j'avais officiellement versé toutes les larmes que j'avais budgétisées pour ce mariage. Jessica, mon avocate, a agi rapidement. Elle a rédigé la requête, compilé les enregistrements, mes notes chronologiques, une déclaration de l'enseignante de maternelle de Léo concernant son anxiété et la piste financière prouvant que l'appartement d'Evanston avait été acheté avec mes biens prénuptiaux et mes économies. C'était un classeur épais et indéniable de faits. Chaque fois que je regardais ce classeur, ma poitrine me faisait mal. Aucune femme ne se tient devant l'autel en rêvant du jour où elle aura besoin d'un dossier juridique en béton contre son mari. On épouse quelqu'un pour planifier les écoles maternelles, les vacances et la retraite. On n'épouse pas quelqu'un en s'attendant à partir en guerre. Mais je devais le faire parce que je savais que si je ne me défendais pas, personne d'autre ne le ferait. Une semaine plus tard, lorsque ma mère est finalement sortie de l'hôpital et se reposait à la maison, j'ai accepté de rencontrer David dans un Starbucks près du palais de justice, au centre-ville de Chicago. Je n'ai pas amené Léo. J'en avais fini de soumettre mon fils aux retombées des adultes. David était déjà à une table d'angle. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il avait une barbe hirsute, de profondes cernes sous les yeux, et sa chemise à boutons était froissée. Il ressemblait à un homme qui avait mis des vêtements par nécessité, pas par soin. Je me suis assise en face de lui et j'ai fait glisser le dossier Manny sur la table. Il l'a regardé, sa main tressaillant légèrement. « Tu le fais vraiment ?» J'ai regardé l'homme qui était autrefois mon refuge, et j'ai fait un petit signe de tête. « C'est fait. » Il a baissé les yeux sur son café. J'ai trouvé un appartement à Sarah. J'ai payé son premier et dernier mois de loyer et je lui ai dit qu'elle était seule à partir de maintenant. Je sais que j'avais tort. J'étais un lâche. Je t'ai laissé tomber, toi et Léo. Je l'ai écouté. Ça faisait toujours mal, mais je n'ai pas fléchi. Certaines prises de conscience arrivent à un coût trop élevé pour mériter une seconde chance. Je suis contente que tu aies compris, ai-je dit doucement. Mais je ne peux pas passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule, me demandant si l'homme que j'ai épousé va nous protéger quand ça compte vraiment. Il a levé les yeux, des larmes débordant de ses paupières inférieures. Ne peux-tu pas me donner juste une chance de plus? J'ai secoué la tête. Je t'ai donné une chance la nuit où Léo a demandé quand sa tante partait. Je t'ai donné une chance quand je t'ai supplié de fixer des limites. Je t'ai donné une chance quand je suis sorti par la porte avec une valise. Chaque fois, tu as choisi le chemin de la moindre résistance. Ma voix était calme, mais définitive. Il a regardé le dossier, la mâchoire serrée. Finalement, sa voix s'est brisée. Tu me détestes? J'ai regardé par la fenêtre. Le trafic était bloqué sur Clark Street sous le soleil d'été éclatant. Le monde continuait de tourner, complètement indifférent au fait qu'une famille se brisait à cette table. Non, j'ai regardé de nouveau vers lui. J'ai juste pitié de nous. J'ai pitié qu'un mariage qui aurait pu être bon ait dû se terminer comme ça. En le disant, des larmes ont piqué mes yeux. Non pas parce que je voulais m'accrocher, mais parce que j'ai finalement accepté la vérité tragique. Peu importe à quel point vous aimez quelqu'un, s'il n'a pas le courage de défendre la vie que vous avez construite ensemble, vous ne pouvez pas survivre avec lui. Le divorce s'est déroulé plus facilement que je ne l'avais prévu. J'ai obtenu la garde principale de Léo. David a obtenu un droit de visite standard et a été condamné à payer une pension alimentaire. Grâce à l'écrasante piste documentaire, j'ai gardé l'appartement. Il n'y a pas eu de bagarre dramatique au tribunal, juste deux adultes assis en face d'une table en acajou, signant des papiers qui mettaient légalement fin au pour toujours que nous nous étions promis. Le jour où je suis retourné à l'appartement d'Evanston pour emballer les dernières de mes affaires essentielles, vêtements, livres de Léo, son ours en peluche et une petite plante en pot que je gardais sur le balcon, mon cœur me faisait mal. C'était autrefois mon sanctuaire.
C'est là que nous avons ri en tant que jeunes mariés. C'est là que j'ai ramené mon bébé de l'hôpital. Maintenant, cela ressemblait juste à une coquille froide et vide. J'ai fini par le louer. Je ne pouvais plus supporter d'y vivre. Me tenant la main, Léo leva les yeux vers moi alors que nous nous dirigions vers la voiture. « Maman, est-ce qu'on va vivre avec mamie maintenant ?» Je me suis agenouillé et j'ai zippé sa veste. « Ouais, mon grand. On va rester chez mamie pour de bon. » Il a hoché la tête, serrant son ours en peluche, et un sourire sincère et détendu s'est étendu sur son visage. « J'aime la maison de mamie. C'est calme. » Ce seul mot, calme, a failli me briser. J'ai rapidement tourné la tête, pris une profonde inspiration, attrapé sa petite main et je suis parti. Et cette fois, je n'ai jamais regardé en arrière. Quelques mois plus tard, la santé de ma mère s'est régulièrement améliorée. Léo est redevenu un enfant heureux, bruyant et énergique. Il dormait toute la nuit sans cauchemar, et ses professeurs disaient qu'il était redevenu le moulin à parole de la classe. Quant à moi, traverser ce feu a brûlé la femme qui sacrifierait sa santé mentale pour maintenir la paix. J'ai appris à tracer des lignes fermes dans le sable. J'ai appris que protéger mon enfant est ma seule chose non négociable. Et j'ai appris que le compromis n'est sain que lorsqu'il est à double sens. Lorsqu'il s'agit d'une exigence unilatérale, c'est juste de l'abus. Un après-midi, près des vacances, je me tenais sur le porche de la maison de ma mère à Oak Park, regardant le soleil d'hiver filtrer à travers les chênes nus. À l'intérieur, Léo coloriait à table et ma mère arrosait ses orchidées.